Bon, c'est parti. Premier épisode de ce nouveau podcast. Je suis super content de tourner ce premier épisode. Il y a pas mal de nouveautés du coup à venir, donc je vais pouvoir vous parler de ça un petit peu plus en détail par la suite. Et quoi de mieux pour commencer que de débuter ce podcast avec Simon. Salut Simon. Salut Alexis, merci beaucoup de l'invitation. C'est un honneur d'être ton premier invité. Merci beaucoup. Ouais, je pense que c'est important. En fait, je voulais vraiment que ce premier épisode il soit destiné un petit peu à notre retour d'expérience par rapport aux 2 années qu'on a passées ensemble de collaboration. On va avoir l'occasion de revenir là-dessus et je pense que c'est important qu'on s'explique un petit peu par rapport à ça, enfin voilà, pour que les gens sachent un petit peu. Et puis aussi, si ça peut inspirer des personnes, si on peut donner des conseils par rapport à notre expérience entrepreneuriale par rapport à ça, je trouvais ça pertinent de commencer sur de bonnes bases, Mhm. faire en sorte que voilà, les choses soient mises à plat et au clair. Donc il n'y a pas de meilleur sujet d'introduction de ce podcast pour commencer que de te recevoir. Et du coup, je suis trop content, on va pouvoir expliquer aux gens, parce que nous, évidemment, on en a déjà longuement parlé et on sait évidemment pourquoi est-ce que aujourd'hui, j'ai pris la décision de quitter Stenios, Mhm. mais on va pouvoir revenir sur pas mal de points, ça va être vraiment intéressant. Donc Vraiment. je préfère prévenir tout de suite. C'est un épisode qui va être vraiment personnel et qui du coup va peut-être pas parler aux personnes qui cherchent des conseils d'entraînement. Il y aura d'autres podcasts basés sur l'entraînement à l'avenir et j'ai déjà prévu de réinviter Simon pour parler calisthénie, pour parler mindset, pour parler voilà, sur des sujets liés de près ou de loin à l'entraînement. Mais aujourd'hui, le thème du podcast, il va beaucoup plus parler aux personnes qui souhaitent connaître un petit peu l'envers du décor, connaître un petit peu les coulisses de notre business et de Stenios, comment ça s'est passé, quels sont les enseignements qu'on a appris, les leçons, les compétences qu'on a acquises au cours de ces 24 mois. Donc voilà, si vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat, par le business, et si vous êtes un petit peu curieux et que vous voulez en savoir un peu plus sur nos parcours respectifs personnels, et ben ce podcast, il va vous parler, je pense. Mhm. Ça va être intéressant aussi parce que les 2 années ont passé tellement vite. Donc là, de mettre des mots, de voir un peu, de prendre le temps de voir nos 2 années aussi, parce qu'on était toujours à fond. Donc là, de faire ça, ça va être bien. Mhm. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Le temps passe à une vitesse folle et j'ai même du mal à réaliser que ça fait déjà 2 années qu'on a bossé pendant 2 années complètes ensemble. Ah, c'est fou. Euh, Parce que ça passe vraiment. Enfin, voilà. En plus, quand t'es à fond dans ton truc et que t'es passionné par ce que tu fais, c'est vrai que d'autant plus tu vois pas le temps passer. Mhm. Et je tiens tout de suite à le préciser. Alors, Simon, tu l'avais mis en story sur la page Instagram de Stenios, mais c'est une bonne chose que tu l'aies faite. Il n'y a pas eu de conflits qui ont mené à cette prise de décision. On va avoir l'occasion d'en discuter un petit peu plus loin, mais voilà, comme vous pouvez le voir, on est toujours en très bons termes, Simon et moi. On reste évidemment amis parce qu'au-delà d'une association et d'une collaboration, il y a surtout un réel lien et une amitié qui s'est créée au fil des mois Mhm. et des années. Donc voilà, ça ne changera pas. Évidemment, ça peut aussi un petit peu complexifier la chose quand tu te sépares et que chacun prend un chemin différent pour différentes raisons. Mais en tout cas, voilà, je tenais à ce que ce soit bien clair aussi de ce côté-là. Euh, Mhm. donc on reste avant tout amis, ça c'est une certitude. Euh, Écoute, je te propose déjà, avant de commencer, parce que peut-être qu'il y a des personnes qui ne te connaissent pas, si jamais, je ne sais pas par où les personnes vont commencer à écouter ce podcast, mais peut-être qu'il y a des personnes qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux faire une petite introduction, une petite présentation, qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais, voilà. Ok, donc je suis entraîneur de calisthénie depuis maintenant 5 ans, on pourrait dire. Sinon, j'avais fait des formations en kinésithérapie avant et j'ai fait 98% du processus et j'ai pas fait l'examen final parce que j'avais parlé avec mon professeur quand j'allais faire le test et finalement, j'ai réalisé que je voulais être
entraîneur, découvrir. J'aimais beaucoup plus la prescription des exercices, donner des exercices, des routines d'entraînement. Et entre-temps, j'avais découvert un peu l'entraînement au poids du corps. C'était pas la calisthénie durant cette période-là, mais je m'en allais plus vers un style d'entraînement plus minimaliste. Et après ça, j'ai commencé à faire des vidéos YouTube. J'ai vu qu'il y avait un gros manque dans ce monde-là, dans le monde francophone, pour montrer comment débuter, comment progresser vers les mouvements plus avancés. Et par la suite, j'ai créé l'Arène, qui s'est transformée en notre magnifique plateforme par la suite. Et, euh, et c'est ça, j'ai commencé à coacher et sinon, c'est ça, je suis coach à temps plein de calisthénie. Yes, parfait. Bon, je pense que de toute manière, les gens qui écoutent ce podcast, la plupart te connaîtront parce que, voilà, évidemment, ça fait un moment qu'on bosse ensemble, donc les gens te connaîtront, mais peut-être qu'il y en a qui te découvrent avec ce podcast. Mhm. Euh, ouais, comme tu le dis, donc t'étais coach de calisthénie et c'est marrant parce que pour contextualiser un petit peu, la manière dont on s'est rencontrés, c'était via YouTube parce que toi tu faisais des vidéos, moi aussi j'en faisais de mon côté. Et puis naturellement ça s'est fait, tu avais organisé aussi un événement sur la calisthénie, le sommet de la calisthénie, Mhm. où il y avait plusieurs conférenciers. Et je pense que c'était l'une des... Non, la première fois, pardon, tu m'avais invité sur ton podcast que tu avais à l'époque. Et le feeling était super bien passé, on avait beaucoup de points communs, etc. Et à partir de là, c'est comme ça en fait que Stenios s'est créé. Donc ça s'est fait super vite, vraiment naturellement aussi. Au Mhm. fur et à mesure du temps, on avait des conversations, on s'appelait pour discuter au début de nos entraînements, je me souviens. Et puis après, moi j'avais comme idée de créer une plateforme d'entraînement. Et toi, à cette époque-là, tu avais déjà l'Arène, comme tu le disais, donc qui était déjà une plateforme d'entraînement sur la calisthénie avec des programmations, des vidéos techniques, etc. Et puis on s'est dit, pourquoi pas fusionner et assembler nos forces pour gérer une plateforme d'entraînement tous les deux, donc Mhm. chose qu'on a fait. Et là, donc, comme vous le savez probablement, ou peut-être pas, mais en fin d'année 2023, je me suis rendu compte de certaines choses. Et du coup, j'ai pris la décision qui a été évidemment difficile. euh, j'ai pris la décision de quitter Stenios, de léguer Stenios à Simon euh, et, euh, et de prendre mon chemin, de retrouver mon indépendance et voilà, de simplement mettre un terme à notre collaboration. Est-ce que ça c'est encore une fois pour contextualiser, pour comprendre un petit peu le décor du podcast. Maintenant, je pense que c'est intéressant qu'on fasse une petite rétrospective sur la création de Stenios. Est-ce que tu te souviens un petit peu, toi, personnellement, c'était quoi tes motivations initiales? Pourquoi est-ce que tu as voulu initialement créer dans un premier temps l'arène et puis ensuite Stenios? Très bonne question. Écoute, l'arène, c'était pour pouvoir rejoindre plus de personnes parce que je faisais du coaching en groupe, dans des cours de groupe, donc dans une salle, une salle d'entraînement. Donc je faisais des cours de groupe et aussi je faisais du coaching one-on-one, en personne, mais aussi en ligne. Et à partir de ce moment-là, je réalisais bien que c'était difficile de courir à gauche, à droite durant une journée. J'avais moins de temps pour m'entraîner, moins de temps pour continuer à me former. Et aussi, mon objectif, c'est quand même de faire découvrir cette discipline-là au plus grand nombre de personnes possible. Et je faisais moins de vidéos YouTube parce que j'avais moins de temps, donc je faisais encore ma mission, je m'éloignais de ma mission, on pourrait dire. Donc je me suis rendu compte, je me suis fait parler par mes beaux-parents du fait que tu pourrais avoir une entreprise sur le web, avoir une plateforme, créer du contenu et rejoindre beaucoup plus de personnes et être plus libre en fin de compte. Donc c'est eux qui m'ont apporté cette avenue-là et j'en suis très reconnaissant parce que à la base, je voulais ouvrir un gym et la pandémie est arrivée pas longtemps après, quelques années après. Donc j'aurais trouvé ça difficile à avoir un gym et que tout ferme. Donc, j'étais 100% sur le web. Et par la suite, je pense que c'est pendant 2 ans que j'avais la reine. Et j'ai commencé à avoir une période plus difficile où il y a eu plein de choses en même temps. Donc, déménagement, beaucoup de stress,
beaucoup de l'insomnie. Je dormais 2 heures par nuit. Donc ça, j'ai su par la suite, c'était causé par quoi? Par une surdose de mélatonine. Mais bref, pendant des mois, je dormais 2 heures par nuit. Et quand tu dors 2 heures par nuit, tu te poses énormément de questions. Du genre, c'est irrationnel quand tu dors pas. C'est très irrationnel. La moindre petite chose peut devenir une montagne. Et là, je me disais, est-ce que je suis dans la bonne voie? Est-ce que je fais les bonnes choses? J'avais une petite perte de motivation. Et aussi, je suis quelqu'un que mon identité veut pas. L'entraînement est très important pour moi et je ne progressais plus, je régressais, je me blessais. Donc, blessure après blessure, vu que je dormais 2 heures par nuit, j'étais pas capable de laisser mon ego de côté, que je continuais à 110% dans mes entraînements, la pire chose à faire. Je voulais pas régresser, donc je me suis blessé et à partir d'un moment, je progressais plus et je me disais, je suis qui pour coacher toutes les personnes qui ont sur l'arène si je régresse? Donc, c'est un gros travail interne à faire. J'ai progressé de ce côté-ci à laisser un peu ces deux choses-là de côté, mes progressions et mes capacités à coacher les personnes, ma progression. Mais dans ce temps-là, je me disais, je suis qui? Gros syndrome de l'imposteur. OK, je progresse plus, je régresse. Je suis pas assez fort pour pouvoir coacher mes clients. Mais en réalité, c'était un travail à faire dans ma tête. Et c'est là que tu es arrivé aussi, qu'on a commencé à se parler. Je parlais de mes difficultés, on parlait de nos challenges en tant qu'entrepreneur, dans l'entraînement. Et ça me motivait énormément nos discussions. Donc, je voyais l'effet que ça faisait. Je voyais on avait des mentalités aussi, là. Les deux ont vraiment, c'était très complémentaire. Et quand tu as parlé de ton idée de vouloir créer une plateforme, je me suis dit, let's go, let's go. Je vois la motivation que ça m'apporte. Ce serait la meilleure façon de être boosté à deux et de créer quelque chose d'énorme, de vraiment quelque chose, de créer quelque chose d'encore plus gros. Donc c'est là qu'on a parti ça. Mm. Ouais, exactement. Je pense que, et du coup, je te rejoins entièrement là-dessus. Bon, tu le sais, mais c'est exactement pour ça, moi aussi, que je voulais de base. Enfin, il y a d'autres raisons aussi, mais c'est en partie pour ça que je voulais euh, tenter l'expérience de créer une plateforme d'entraînement. De un, parce que c'est quelque chose qui avait jamais été fait, mis à part toi qui avais la tienne, évidemment, en francophonie de ton côté. Mais mis à part ça, déjà, rien que pour le challenge de se dire, c'est un truc qui est encore très très peu fait, démocratisé. Souvent, ce qu'on retrouve, voilà, c'est des programmes qui sont assez génériques, qui sont vendus. Enfin voilà, c'est pas des plateformes complètes avec tous les cours Mhm. en rapport avec les différents mouvements pour apprendre la calisthénie. C'est cours par cours ou voilà. Donc c'est quelque chose de bien différent. Et là, c'était un challenge qui, moi, personnellement, m'intéressait de ce point de vue-là, déjà. Il y avait aussi, évidemment, le fait que on pouvait s'adresser à beaucoup plus de personnes en ayant une plateforme qu'en faisant du coaching individuel. Alors, encore une fois, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Il y a rien qui est parfait. Mais en tout cas, ça, c'était un truc qui me parlait beaucoup, de pouvoir propager notre message à un maximum de personnes. Chose que tu peux pas faire quand tu fais du coaching individuel. Généralement, si tu es tout seul, tu vas avoir 20, 25, 30 clients. Ça dépend évidemment de ton offre d'accompagnement, de ton service, du temps que tu passes à répondre à tes clients, etc. Euh, mais globalement, c'est à peu près ça. Donc tu Mhm. peux toucher que 20 à 30 personnes, alors que le gros avantage avec une plateforme, c'est que t'as pas, en fonction du mode de fonctionnement évidemment, t'as pas de limite en fait. Tu peux très bien avoir Mhm. 10 personnes, comme en avoir 100, comme en avoir 1000 si tu t'organises correctement. Alors évidemment derrière ça demande un peu plus de logistique, d'organisation et de support client, parce qu'il y a évidemment du support client, mais ça permet quand même de décupler euh, ton impact et de toucher, de faire un effet boule de neige en fait et de toucher beaucoup plus de personnes. Mhm. Et aussi pour l'aspect liberté, parce que évidemment, et tu l'as mentionné, toi de base tu voulais ouvrir une salle à Québec. Euh, et bon, déjà je pense que tu as bien fait parce qu'avec le Covid, évidemment, ça aurait été un peu compliqué, ça c'est certain. Mais en plus de ça, je pense que, et tu me rejoindras là-dessus, on a un grand besoin de liberté, toi et moi, c'est une de nos valeurs les plus profondes, les plus importantes. En tout cas pour moi, je pense que pour Mhm. toi, c'est la même chose. Ouais, on a comme
deux définitions. La liberté est importante d'une façon un peu différente. Je pense qu'on pourra en parler plus tard. Mhm. Mais oui, tout à fait, ouais. Mm. Donc c'est sûr que ouvrir un endroit physique, Ouais. ben ça te bloque sur certaines libertés dans le sens où voilà t'es pas libre déjà rien que d'un point de vue géographique. Mhm. Et en plus de ça, il y a beaucoup plus de contraintes en termes d'administratif. T'as plus de charges également, donc voilà tu peux moins facilement avoir cette volatilité d'un business en ligne. Et je pense que c'est tous les deux pour ça aussi qu'on s'est très rapidement orienté vers le business en ligne, c'est que ça résonnait beaucoup avec notre envie de propager un message à beaucoup de personnes, mais aussi notre envie d'avoir un business qui reste entre guillemets minimaliste, Mhm. sans avoir les contraintes que tu peux avoir quand tu as un business physique. Mhm. Ouais. Euh, et bon, je me rappelle évidemment qu'on a eu quelques difficultés au début, des obstacles qu'on a rencontrés. Est-ce que toi, il y a certains obstacles qu'on a rencontrés pendant ces 2 années qui t'ont marqué? Est-ce que tu as des trucs qui te viennent en tête? Des moments marquants, des moments où on a dû trouver à réfléchir pour trouver des solutions? Bon, il y en a eu plein, mais en tout cas, Oui. est-ce que tu as une ou deux expériences qui te reviennent là tout de suite? Ben, c'est sûr, l'expérience avec la personne qui s'est occupée de notre Facebook, du lancement, tout ça, c'est sûr que quand tu mets ça, je pense que les personnes qui vont se lancer en entrepreneuriat vont vite s'en rendre compte. Je le dis très souvent, ta capacité à être un bon entrepreneur, c'est ta capacité à être endurant dans les moments difficiles, dans les moments où ce que c'est, tu vois pas tu vois pas de conclusion, tu vois pas de façon de sortir de cette situation difficile-là, mais il faut que tu trouves quand même une façon d'y remédier et de continuer à avancer. Et je pense qu'on a eu plusieurs moments où ce que c'était un brouillard, là, à juste se dire, OK, on doit se remettre un peu de cet échec-là, entre guillemets, et après continuer. Mais je pense que en termes de, si je vais commencer par les victoires, tu sais, en termes de les lancements, tout ce qu'on faisait, on avait toujours un taux de conversion. Donc, pour les personnes qui ne savent pas c'est quoi un taux de conversion, c'est le nombre de personnes qu'on réussissait, les inscriptions qu'on avait sur un bassin de personnes. On avait un taux de conversion qui était toujours plus élevé que la moyenne dans le monde, dans le marketing web. Donc ça, c'était toujours des victoires, mais c'est juste que Ouais. la plus grande difficulté, c'était de trouver notre offre, je pense. Ça, c'est de trouver la chose que les personnes ont besoin et de comment bien s'adresser à ces personnes-là. Et ça, je pense que c'est un travail qui peut durer des années et on l'a vu nous-mêmes. Ça fait 2 ans qu'on fait ça. Et encore là, on a des lacunes à ce niveau-là. On avait beau avoir le produit le plus alléchant pour les personnes qui veulent faire la calisthénie. Quand même, on ne réussissait pas à aller dans le gros bassin de personnes. On ne réussissait pas à s'adresser à eux. Et je pense qu'en termes de difficulté, moi, c'est ma difficulté majeure, c'est les essais, le nombre d'essais qu'on doit faire avant de trouver la bonne chose Ouais. et de continuer malgré tout. Il y avait ça, mais en termes de collaboration avec toi, c'est sûr qu'il y a toujours des mises au point, de se parler, mais les deux, je pense qu'on communique bien. C'est nos forces, on est capable de se dire les choses quand c'était le bon moment. On communiquait très bien et à chaque fois, c'était pas c'était juste, moi j'appelle ça des mises à jour, là, des juste des petits moments où on se parle un peu, on parle de certains points, on rectifie le tir, on continue à aller, on progresse et ça tissait nos liens encore plus, je pense. Mhm. Mais en termes de difficultés entre nous deux dans la collaboration, je pense que ça a vraiment bien été, mais en termes de difficultés pour l'entreprise, c'est sûr qu'on en a eu beaucoup. C'est Ouais. sûr, c'est sûr. Moi, je me souviens surtout, la grosse difficulté au début, c'était c'était de trouver un système qui a du sens et qui fonctionne. Là, je parle vraiment en termes de conception et d'organisation de la Ah oui, plateforme d'entraînement. Parce oui. que le gros défi, en fait, ce qu'on voulait au sein de Stenios, c'était que ça soit, oui, une plateforme d'entraînement où il y ait des programmations et que tu puisses choisir les mouvements sur lesquels tu veux travailler, mais aussi et surtout une plateforme sur laquelle tu as de la flexibilité et Mhm, qui te permettent de t'adapter à tes différentes contraintes, à ton niveau, à tes envies, au matériel que tu as à disposition. Et tout ça, en termes de programmation, c'est vrai que ça a été un vrai challenge au début. Et il y a plein de fois, on s'est dit, putain, mais
si on fait ça comme ça va jamais marcher. Est-ce que c'est clair? Est-ce que les gens vont pas être perdus? Est-ce que Ouais, ça va être vraiment. compréhensible? Est-ce que ça va marcher? Et ça, pour moi, je trouve que au tout début, en tout cas, ça a été un vrai challenge de pouvoir euh, cumuler, combiner une Mhm. programmation front lever si tu n'as jamais fait de front lever et combiner une programmation handstand push-up si tu es déjà bien avancé en handstand push-up. Donc Mhm. fonctionner par système de niveau, proposer différentes fréquences d'entraînement. Expliquer tout ça avec des documents, Ah, proposer vraiment. différents exercices, prioriser certains exercices. Bref, ça a été vraiment un sac de nœuds. Et je pense qu'on s'en est super bien sorti par rapport à ça, parce que des retours qu'on Vraiment. a eus, les gens les gens n'avaient pas particulièrement de questions, ou alors des questions. Enfin voilà, ouais, franchement, j'ai même pas le souvenir qu'il y ait des gens qui étaient perdus, quoi. Loin de là, au contraire. À chaque fois, les retours qu'on avait sur la plateforme, c'était bah, waouh, je suis impressionné de ce que vous avez mis en place, c'est ultra clair, tout est compréhensible, etc. Donc ça, je pense qu'on peut déjà être super fier de ce truc-là, qui était, Vraiment. pour moi, je trouve, le challenge principal de créer une plateforme. Ah, tout à fait, avec autant de personnalisation, parce que c'est ça, beaucoup de personnes, avant de rejoindre la plateforme, étaient sceptiques aussi. Ah, c'est, euh, c'est quand même difficile de s'imaginer tout ça, comment agencer toutes les programmations, d'avoir de la personnalisation. Et la plupart des personnes pensent que c'est un programme pré-mâché que tu n'as aucune possibilité de modifier. Oui, il y a une structure, une ossature, mais on offre beaucoup de personnalisation, en plus d'être là pour conseiller les personnes sur la sélection d'exercices, la durée des séances, le volume, la fréquence. On est là pour rajouter ce petit plus au niveau de la personnalisation-là, en personne, ben pas en personne, mais sur le forum, à faire des retours. Donc, c'est là que ça vient rajouter là, le côté plus personnalisé, Mhm. à condition que les membres profitent de nous. Et c'est ça qu'on parlait souvent. Il y en a plein de membres qui se sont inscrits, mais que finalement, ils font leur chemin tout seuls, mais qui nous ont jamais demandé du feedback pour les mouvements et tout. Et c'est ça la différence avec le coaching one-on-one. Le coaching one-on-one, tu vas relancer tes clients. Tu vas prendre la peine de dire comment ça va, cette semaine, est-ce que ça a mieux été, tout ça. Mais sur notre plateforme, c'est à toi de venir nous solliciter pour qu'on puisse t'aider. Et c'est là que c'est pas fait pour tout le monde aussi, et qu'on est conscient de tout ça. Mais Ouais. c'est vrai que chapeau pour le système qu'on a trouvé, le casse-tête, je me souviens, là, les graphiques avec si tu dis oui, ça va à gauche, si tu dis non, ça va dans tel truc avec les arbres de. Hey, c'était fou là, quand on avait fait ça, c'est ouais, incroyable. Mhm. Carrément. Et il y a un deuxième point aussi. Au début, ça a été de s'organiser et de trouver une méthode de travail qui soit efficiente à distance. Parce que, évidemment, enfin, pour ceux qui ne le savent pas, on s'est jamais vu en vrai avec Simon. C'est ça aussi qui est incroyable, c'est qu'on a. Enfin, moi, ça me paraît fou. C'est Vraiment. on a bâti un truc de plus ou moins zéro, même si on a commencé, on a repris un petit peu la structure de l'arène. Mais je veux dire, on a notre collaboration, elle était 100% virtuelle finalement. Ouais, C'est un truc de malade en vrai. Du coup, vraiment. forcément, ça nous a demandé aussi des petits ajustements en termes d'organisation, parce que toi, tu as toujours eu l'habitude de travailler tout seul. Mhm. Moi, de mon côté, exactement la même chose. Du coup, forcément, et on a eu une grande chance, c'est le fait que on était vraiment sur la même longueur d'onde sur énormément de points. On s'entendait super bien, et comme tu l'as dit, on communiquait très très bien aussi, ce qui nous a permis de mettre au clair les choses, les points d'ombre quand il pouvait y en avoir. Euh, mais c'est vrai qu'au début, ça demande quand même une certaine organisation. Je me souviens qu'au début, on prenait tout en note. Quand on voulait commencer à créer un nouveau cours, on se disait, ok, bon là, qu'est-ce qu'il faut qu'on mette en place, etc. On notait tous les trucs qu'il y avait à mettre en place, et derrière, on se répartissait les tâches. Ok, toi tu fais ça, moi je fais ça. Et puis au début, c'était un petit peu brouillon. J'ai la sensation, en tout cas avec le recul, que on était un petit peu tous les deux sur les mêmes tâches, tu vois. On faisait un petit peu tous les deux les mêmes choses. Tu faisais les scripts, je faisais les scripts aussi. Enfin bref, il y a pas mal de trucs comme ça. Les programmations, on les faisait ensemble, etc. Bon, ça c'est un peu normal, mais je trouve qu'il y avait pas mal de points sur lesquels on était tous les deux focalisés. Et plus Ouais. le temps est passé, plus on s'est On se faisait séparé les confiance. tâches, On se faisait plus on plus se faisait confiance confiance. aussi. Parce qu'au début, c'était un peu la période d'essai, c'était un peu fébrile. Tu sais, on se disait, est-ce que, même si on savait qu'on avait un peu là, la même mentalité, les mêmes méthodologies, tout ça pour les programmations, la périodisation, tout ça, quand même, au début,
c'est une certaine crainte de se dire, je délègue quelque chose. Donc, c'est sûr qu'au début, les deux, on était là pour voir si ça se faisait bien. Et à partir d'un moment, quand je voyais que je pouvais dormir la nuit tranquille, que tout se Mhm. faisait bien, qu'à chaque fois qu'on faisait un retour à deux sur les choses, qu'on voyait à quel point c'était bien, et toi de ton côté aussi, après, je pense que naturellement, on a pu trouver un système plus précis et tout ça. Mais c'est vrai qu'au début, on apprenait un peu à travailler À ensemble, collaborer, ouais. à collaborer, à trouver des stratégies. C'est pas évident quand tu es toujours tout seul aussi, puis que tu dois apprendre à déléguer aussi, à, à voir si ça va bien. Mais tu as raison, ouais, au début, c'était pas évident. Mm. Ouais, puis à la fin, ouais, on se faisait beaucoup plus confiance et on avait un peu plus chacun nos tâches. Mhm. Toi, t'étais plus, tu gérais tout ce qui était plus le montage, etc. Moi, j'étais plus sur les programmations. Voilà, en fait, c'est vrai que cette complémentarité et on a appris à se déléguer les choses au fur et à mesure du temps sur les points sur lesquels on était les plus affûtés, j'ai envie de dire, enfin, le plus à l'aise, quoi, tu vois. Donc ouais, c'est marrant de faire un petit peu la rétrospective et de regarder un petit peu l'évolution qu'il y a eu aussi en termes d'organisation de travail Mhm. au fur et à mesure du temps. Mais honnêtement, ça a jamais été, dès le début, en fait, ça a été clair. On était quand même bien organisé, on avançait bien. Et ça a jamais été un brouillon pas possible, un sac de nœuds, quoi. Ça aurait pu. Vraiment, vraiment. Ah, puis tu Ouais. sais, on a appris à voir aussi un peu le tempérament, comment la personne travaille et comment elle fonctionne. C'est comme par exemple les scripts. Tu sais, c'est quelque chose que euh, moi, je sais qu'il y a des moments où ce que même si je me mets devant mon ordinateur et que j'écris quelque chose, j'ai aucune idée. Et même si je me force, puis je me dis ces 2 prochaines heures-là, c'est à écrire plein de scripts, si c'est pas le bon moment, je sais que c'est mieux de reporter et de venir sur une autre tâche. Donc après, tu sais, c'est de voir quelle tâche que c'est mieux de faire dans tel moment. Je me souviens qu'on se mettait des listes là, très ultra précises à faire avec des délais aussi, mais que finalement, à partir d'un moment, on réalisait que, OK, il y a certaines tâches qu'on peut être plus flexible dans le temps, la durée, et quand est-ce qu'on le fait, dans quel moment, la répartition. Donc ça aussi, c'était quelque chose de... Toi aussi, tu sais, la création, tu as des moments où tu es ultra créatif, que tu vas faire un blitz Mhm. pendant, je sais pas, plusieurs semaines, où ce que, wow, tu as un gros élan de création pour YouTube, script, Instagram, tu faisais plein de choses. Puis à partir d'un moment, c'est normal que on arrête, puis là, on interchangeait ou des choses comme ça, mais c'était intéressant. Mm. Ouais. Ouais, ouais. Et d'après toi, c'était quoi est-ce que tu as des avantages qui te viennent en tête de travailler en équipe? Parce que, encore une fois, pour contextualiser un petit peu, oui, on était tous les deux, mais il y avait aussi ta copine Amélie qui travaillait avec nous, qui s'occupait, qui était un petit peu dans l'ombre et qui s'occupait de tout ce qui était emailing, stratégie marketing, et j'en passe, Mhm. création de pages de vente, etc. Pour ceux qui sont un petit peu dans ce domaine-là, qui connaissent. Du coup, finalement, on n'était pas que deux, on était trois. Donc forcément, ça a d'autres avantages et d'autres inconvénients. Et puis, donc ça, c'était au début, les premières années. Et puis, au fur et à mesure du temps, on a commencé à s'entourer aussi de personnes pour essayer de faire de la pub, chose qu'on n'avait jamais fait ou très peu fait respectivement de notre côté. Et du coup, on voulait s'entourer de personnes dans ce milieu-là pour pouvoir justement bah, encore toucher plus de monde et faire passer le message de Stenios au plus grand nombre. Donc finalement, on a fait affaire avec un, un Québécois avec qui finalement ça l'a pas fait. Et puis là dernièrement, on a collaboré avec une agence québécoise aussi. Euh, où là c'était une grosse équipe et du coup il y avait une personne qui était attitrée à notre projet avec qui on s'entendait super bien. Enfin, on s'entend d'ailleurs toujours super bien. Mhm. Et voilà, du coup, forcément, ça a rajouté pas mal de choses dans la manière de fonctionner, le fait de travailler à plusieurs. Et qu'est-ce que tu dirais, c'est quoi les avantages selon toi de travailler à plusieurs? La motivation en premier, je le mettrais de loin en premier. Le fait de verbaliser des choses aussi, de mettre sur table où est-ce que tu t'en vas. Parce que des fois, c'est dans ta tête, mais le fait de devoir l'expliquer à quelqu'un, des fois, tu réalises que c'est pas une bonne idée juste en le disant. Mais Ouais. dans ta tête, c'était une bonne idée. Mais quand tu en parles avec l'autre personne, avec les retours de la personne, tu peux dire, OK, ouais, finalement. Mais premièrement, c'est sûr que c'est la motivation.
le brainstorm que tu peux avoir aussi, les idées qui peuvent en ressortir suite à la discussion, et le fait de travailler à deux sur un projet, quand ça réussit, quand ça marche, tu partages le plaisir avec quelqu'un d'autre. Puis ça, je pense que c'est quelque chose que, oui, je partageais nos victoires avec Amélie, mais de partager ça à plusieurs, une victoire à plusieurs, c'est quelque chose d'incroyable, je pense. Donc, tu sais, qu'on avait un bon lancement, qu'on convertissait super bien, c'était génial, tu sais, c'était quelque chose que de partager ça avec quelqu'un d'autre. Moi, de loin, la motivation que ça me donnait, même si j'étais brûlé et que je venais faire des semaines de 60 heures, 70 heures pour le lancement, parce que c'est épuisant un lancement, j'étais déjà prêt à me remettre dedans parce que j'étais motivé par la réussite, par exemple. Donc, c'est un bon côté. Ça peut être un mauvais aussi parce que tu peux te dire que tu es doublement déçu si ça marche pas. Mm. Mais durant ces 2 années-là, moi, c'est l'énergie que j'ai eue, malgré le fait que j'ai jamais travaillé autant de ma vie. Je pense que c'est ce qui en ressort le plus, c'est ça, là, la motivation que j'avais, l'énergie. Ouais, Mm. ouais. Ben, je te rejoins aussi, c'est un truc que je voulais aborder aussi, forcément l'aspect motivationnel. C'est sûr que quand t'es tout seul, c'est bien différent. Et je pense que c'est le truc qu'on se disait aussi régulièrement. On se disait, je sais pas, peut-être tous les 6 mois, on se disait, on a quand même de la chance de travailler ensemble. C'est vrai que, bon, encore une fois, c'est à partir du moment où tu tombes sur la bonne personne et que tu es sur la Mhm. même longueur d'onde. Mais c'est vrai que, étant donné qu'on allait dans la même direction et qu'on avait la même mission, bah, c'était ultra stimulant de savoir que tu as aussi quelqu'un sur qui compter, tu vois, parce que euh, je sais pas, à tout moment, par exemple, toi, ou quand moi j'étais malade, ça arrive pas forcément souvent, mais voilà, ça peut arriver que t'as pas envie de travailler, bah tu sais que tu as une personne qui est là pour gérer, pour faire le support sur le forum, pour continuer à avancer malgré tout, pour poster sur Instagram s'il y a besoin de poster des trucs. Donc tu sais que t'as aussi, t'es pas tout seul et que si t'arrives un coup de mou, que tu pars en vacances, que tu dois gérer une urgence professionnelle, familiale, personnelle, peu importe, bah, tu sais que tu as quelqu'un sur qui compter. Et ça aussi, c'est un soulagement finalement, c'est un stress en moins, parce que quand tu es tout seul, bah, tu es tout seul, et si tu es malade, si tu fais pas les choses, en fait, ça avance pas. Mhm. Euh, et, euh, et ça, c'est un point qui est très important. Il y a aussi le fait que, évidemment, quand tu es à plusieurs, alors tu coupes le gâteau en plusieurs parts, ça c'est inévitable, mais en contrepartie, tu avances aussi beaucoup plus vite. En fait, là, ce qu'on a été capable de mettre en place en l'espace de 2 années, jamais de la vie on aurait été capable de le faire tout seul, quoi. À moins de bosser, tu vois, 20 heures Ouais. sur 24. Mais en vrai, c'est aussi le gros avantage, c'est que bah, tu vas beaucoup plus vite et tu accomplis beaucoup plus de choses en la même période de temps. Et en plus de ça, tu travailles aussi un autre gros avantage, c'est que on a tous des compétences qui sont complémentaires, Mhm. des domaines d'expertise, euh, et du coup, ça te permet de te concentrer davantage sur ce que tu aimes faire, sur ce que tu sais faire. Euh, et du coup, ce qui en ressort, c'est que la qualité générale du travail, elle est bien supérieure parce que quand tu es entrepreneur et que tu es tout seul, eh ben oui, tu dois gérer des tâches que tu n'as pas forcément envie de faire. Tu dois faire, par exemple, pour prendre notre exemple à nous, on est coach, c'est pas censé être notre rôle. Alors après, c'est toujours un peu censé être notre rôle puisqu'on est dans l'entrepreneuriat, donc tu es censé être un peu un couteau suisse. Mais on n'est pas censé savoir faire des pages de vente, des sites, des sites internet, des emails, des programmer de la publicité sur Facebook Ads, tous ces trucs-là, on n'est pas censé le faire. Et c'est vrai que toi comme moi, je pense qu'on s'épanouit beaucoup plus quand on est dans la création, dans le partage de connaissances de ce qui initialement nous a fait débuter cette Mhm. activité. Et donc le fait de pouvoir être soulagé la délégation de certaines tâches que tu n'as pas forcément envie de faire, ou alors dans lesquelles tu n'es pas nécessairement le meilleur, parce que c'est pas ton domaine d'expertise à la base, bah ça aussi c'est un énorme avantage de travailler à plusieurs. Mhm. Mm. Ouais, vraiment. Mm. Bon, Mais, après, forcément... Vas-y, excuse-moi, tu voulais dire? je voulais juste rebondir sur, tu sais, en 2 ans, ce que Stenios, donc ce qu'on a accompli en tant que business, c'est oui,
on coupe la poire, là, on coupe la poire en trois, mais quand même, de regarder notre chiffre d'affaires, ce qu'on a été capable de faire en 2 ans, quand il y a des personnes qui ont de la difficulté avec la calisthénie à faire. Tu sais, si on regarde Stenios en tant que tel, pas chacun notre revenu, Oui. Stenios a un chiffre d'affaires quand même que la plupart d'entreprises en 2 ans n'ont pas. Tu sais, qu'on est capable de se donner un salaire à chaque mois, même s'il y avait des mois que c'était plus petit, considérant aussi le fait qu'on ouvrait les inscriptions 2 fois environ par année. C'est Mhm. fou, là, de se dire que on a fait 70 000 $ en ouvrant 2 fois par année. Pour les personnes qui veulent des chiffres, là, 2 fois par année, c'est incroyable. Donc, notre plus grosse lacune, je pense, c'est que tout notre temps était alloué à la plateforme et qu'on n'a pas pu avoir à côté, par la suite, des choses pour des, des plus petites entrées durant l'année pour pouvoir un peu diversifier nos offres, avoir plus de choses. Mais si je regarde un peu nos 2 années là, rapidement, je suis très content là, de ce qu'on a pu créer là. Mm. Ouais, 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 bah, c'est clair, on peut être fier de ça, c'est sûr, parce que comme tu le dis, je pense qu'il y a, enfin, il y a beaucoup d'entreprises qui se plantent dans les premières années, c'est un fait. Et nous, on a eu la chance de pouvoir, bon, aussi parce qu'on avait déjà, tu vois, lancé notre truc respectivement, chacun de notre côté. Donc, c'est pas comme si on partait de zéro. euh, c'est pas comme si on partait de zéro. Moi, j'avais une base de clients à côté qui me permettait de vivre grâce à du coaching en individuel. Euh, Toi, tu avais déjà les anciens membres de l'arène de ton ancienne plateforme qui te permettaient aussi de vivre. En complément, tu faisais aussi un petit peu de montage pour les parents d'Amélie. Du coup, c'est sûr que d'investir un maximum de temps sur Stenios, parce qu'en plus de ça, oui, on a fait. Finalement, quand on regarde, on a fait en 2 ans, on a fait que 4 lancements, parce qu'on faisait 2 lancements par an. Donc c'est sûr que. Et les lancements, on était ouverts 5 à 7 jours, quoi, grand maximum. Donc en fait, ça fait une fenêtre très très courte, et finalement, ouais, comme tu dis, on s'est très très bien débrouillé en termes de chiffre d'affaires. Ça nous a permis quand même de ne pas être dans le rouge déjà dans un premier temps, et de pouvoir se payer aussi, de se verser un petit complément de salaire en parallèle de nos activités. Donc franchement, déjà rien que ça, sur la première année ou les premières années d'une entreprise, c'est déjà une victoire en soi, donc c'est clair. Mhm. Ouais, surtout dans notre niche aussi, quand on regarde le pourcentage, le taux de conversion, là, tu sais, d'habitude, c'est, je sais pas, 1%. On a eu des lancements quand même avec un très très bon taux de conversion. Donc, ouais, ça a montré que c'était bien ciblé aux personnes à qui on parlait aussi quand même pour notre plateforme. Mais oui. Mm. Ouais. Et tu en as parlé un petit peu rapidement tout à l'heure, mais euh, je voudrais qu'on parle un petit peu de comment est-ce qu'on a su gérer les désaccords quand il y en avait, parce que finalement, il y en avait très très peu. Ouais. Et c'est le point principal, je pense, c'est que quand tu t'associes à quelqu'un, il faut que tu sois capable de trouver une personne qui est vraiment sur la même longueur d'onde que toi. Et pour avoir pas mal de personnes aussi qui entreprennent dans mon entourage, voilà, qui ont des postes à responsabilité, etc. Et ben, le conseil qui revenait très très souvent, enfin c'était pas un conseil, c'était un constat plutôt, c'était que c'était très 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 difficile de trouver un associé avec qui ça va bien et avec qui tu es sur la même longueur d'onde, il n'y a pas de conflit, tu peux communiquer clairement, tout ça. Et finalement, il y a beaucoup d'entreprises qui se séparent, de, de collaborations qui prennent fin assez rapidement, en partie à cause de ça, Mhm. parce que les personnes sont pas sur la même, ont pas la même vision finalement. Mhm. Du coup, c'est sûr que c'est un point qui est important quand tu cherches à entreprendre. Il faut bien savoir avec qui tu te lances, et il faut être conscient du pourquoi de l'autre, de la vision de l'autre, pourquoi on fait les choses. Et si déjà il y a des dissonances de ce côté-là, je pense que c'est pas bon signe, et c'est le meilleur moyen que ça ne dure pas. Et on aura l'occasion d'en rediscuter un peu plus tard, mais justement, c'est aussi la raison pour laquelle aujourd'hui j'ai pris la décision de quitter Stenios. C'est que finalement, sur le long terme, j'ai plus cette même vision qu'on pouvait avoir au départ, Mhm. parce que ma vision a changé, et que j'ai envie d'autre chose. J'en reparlerai un petit peu plus tard, mais
et ouais, qu'est-ce, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce côté-là, sur le côté gérer les désaccords, etc. Comment tu le vois? Je voyais un peu notre relation comme ma relation de couple avec Amélie aussi. C'est vraiment, tu sais, je passais énormément de temps avec toi, donc c'était aussitôt qu'il y a quelque chose, de crever l'abcès, de ne pas laisser la chose grossir, parce que en plus que on avait développé une relation là, d'amitié, tout ça, il y a une relation aussi à faire. Donc, aussitôt qu'on parle d'argent, ça peut devenir moins évident ou des choses comme ça, mais c'est de tout de suite mettre les choses au clair ou de s'il y a la moindre petite incertitude ou la moindre petite chose qui pourrait partir en couille, tout de suite, tu prends le temps d'en parler avec la personne pour finalement pas laisser ça grossir inutilement parce que c'est la plupart des chicanes ou la plupart des personnes avec qui je parle qui sont associées avec d'autres personnes, c'est une erreur ou une dispute tellement ridicule pour quelque chose qui aurait pu être tellement facilement évité, mais à cause qu'ils ont laissé ça grossir, ça prend de l'ampleur, puis ça prend une grosseur incroyable. Donc, à chaque fois, je pense que on prenait la peine de, aussitôt qu'il y avait quelque chose, on s'en parlait. Ça, je pense que c'est quelque chose que je fais aussi avec Amélie, et c'est, je pense, le secret, entre guillemets, d'une relation à long terme. Et je pense que c'est quelque chose que, dans notre relation aussi là, de travail, d'affaires, que j'appliquais aussi, que tu appliquais aussi, je pense. Mm. Bah, en fait, elle me parle beaucoup, cette analogie de comparer notre relation à une relation de couple, parce que c'est exactement ça, finalement. Mm. On passait énormément de temps ensemble, on s'appelait plusieurs fois par semaine pour discuter de tous les projets qu'il y a à discuter, mettre les choses en commun, la création de contenu, voilà, l'organisation, la structure, la stratégie. Il y a plein de trucs dont on discutait, donc forcément, on a été amené à passer beaucoup, beaucoup de temps ensemble. Et comme tu le dis, en fait, ça se gère exactement de la même manière qu'une relation de couple. C'est-à-dire que si... et je pense que là-dedans, il y a aussi beaucoup une question d'ego. Souvent, tu vois, peut-être qu'on ne veut pas crever l'abcès sur certains trucs ou éviter certains sujets pour éviter le conflit. Aussi peut-être parce que certaines personnes ont de la difficulté à gérer leurs émotions et qu'elles partent au quart de tour, elles ont tendance à Mhm. s'énerver et tout de suite en fait il n'y a pas de conversation possible. Tout de suite ça vient dans le conflit. Euh, mais je pense qu'on a eu justement cette ouverture d'esprit tous les deux et cette capacité à se remettre en question sur le peu de dissonance qu'il pouvait y avoir euh, dans, dans, dans nos différentes envies. Et du coup, c'est ça qui fait en sorte que, en fait, comme tu l'as dit, on n'est jamais resté buté sur un point. Et dès qu'il y avait quelque chose à dire, on le disait. Mhm. Même si, encore une fois, j'insiste là-dessus parce que c'est la vérité. Je pense qu'en 2 ans, on a dû avoir 2, 3 conversations Je pense un petit peu tendues, on va dire. Mais en soi, c'est rien quand tu passes la qu'on a majorité de tes eu, semaines avec la personne. je pense qu'on a eu deux mises à jour, là, deux, les petites deux, puis là, c'est sûr que, ouais, je pense que celle notable qu'on a eue, c'était deux fois. Puis c'est ça, Mm. comme tu dis, avec aussi, tu sais, on travaille ensemble dans les moments aussi où ce qu'on est plus fatigué, plus dans notre vie personnelle aussi, ça va moins bien. Donc c'est sûr qu'on est amené, quand on passe autant d'heures avec quelqu'un, qu'on est amené à avoir des moments comme ça. Mais à chaque fois, on crevait l'abcès rapidement pour que, après, par la suite, et même dans les moments où ce que ça, c'était des bons signes. Tu sais, je me reconnais comme quelqu'un d'émotif, et tu l'as vu toi aussi. Je suis beaucoup plus, euh, comment je pourrais dire ça? Quand ça vient me chercher, j'ai tendance à laisser aller beaucoup plus mes émotions. Puis même dans les moments comme ça, à chaque fois, on, on prend le temps de revenir là-dessus et d'en reparler et d'être. Je pense que c'est vraiment le transfert avec une relation de couple. Je vois vraiment ça la même chose, là. Je vois les moments où on a eu nos deux petites mises au point qui Mhm. étaient tout à fait aussi. On se criait pas dessus, on n'était pas en train de s'envoyer, de se traiter de tous les noms et tout ça. C'était juste des mises au point. Puis ça, c'est tout à fait normal. Et la preuve que ça allait bien, c'est que après ça, je trouve qu'on était encore plus, on Ouais. était capable d'encore plus là, d'être encore plus en accord sur certains points, et ces choses-là étaient nécessaires pour la suite. Donc, c'est tout à fait normal, là. Donc, je préfère beaucoup ça que finalement, un an après, tu apprends que l'autre personne,
elle t'a pas dit les vraies choses et que finalement ça devient gros et là ça devient inutile. Puis là finalement l'équipe se dissoude à cause de cette erreur-là, ce petit truc-là qui aurait pu être vraiment évité. Donc ouais. C'est clair. Dans toute relation, de toute manière, les clés d'une relation saine et durable, je pense que c'est la transparence, l'honnêteté, la communication, être capable de se remettre en question Mhm. et être capable de garder son calme dans des situations qui sont pas propices au fait de garder son calme. Je pense que ça, c'est vraiment des capacités et des traits de caractère qui sont ultra importants à développer si vous voulez entretenir des relations saines. Et ça marche évidemment pour le côté professionnel, mais aussi pour le côté personnel, votre vie de couple, vos relations amicales, familiales. Ça marche pour plein de choses et ça reste la base. Et je pense que c'est des capacités, enfin des compétences qu'on se doit de développer en tant qu'humain si on veut être bien dans ses baskets au quotidien, simplement. Être capable de communiquer efficacement et de gérer ses émotions, c'est un truc qui est ultra important. Et encore une fois, je pense qu'on l'a très très bien fait pendant ces 2 années et on peut être aussi fier de ce point-là. Mhm. Vraiment. Mm. Bon, parfait. Écoute, je pense que ça fait déjà le tour un petit peu de la rétrospective de la création de Stenios, comment ça s'est organisé, qu'est-ce qu'on a vécu vraiment pendant ces 2 années. C'est intéressant aussi de mettre des mots, tu vois, et de faire un podcast là-dessus parce que ça nous permet vraiment de clarifier notre esprit aussi à tous les deux, de se remémorer certains trucs et enfin, c'est vraiment cool. Mhm. Maintenant, on arrive à la partie un peu moins, un peu moins réjouissante. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de prendre un chemin différent? Donc, encore une fois, je tiens à le préciser, ça vient vraiment de moi. C'est pas Simon, il y est absolument pour rien et pour lui, sa mission reste exactement la même. On aura l'occasion d'en rediscuter un petit peu plus tard. Mais personnellement, en fait, et c'est vraiment bizarre parce que j'ai eu cette réalisation-là vraiment comme un déclic. En fait, pendant les 2 ans qu'on a fait ensemble, à aucun moment ça a été un supplice de travailler, enfin voilà, de créer du contenu, d'avancer sur le projet, etc. Mais je sais pas, un jour je me suis réveillé et je pense que c'est aussi dans ma nature. Et j'ai eu un déclic comme j'en ai rarement eu, mais j'en ai déjà eu dans le passé sur d'autres sujets, sur d'autres aspects de ma vie. Et je me suis rendu compte en fait simplement que j'allais dans une direction qui ne me correspondait plus. Et c'est la raison principale pour laquelle j'ai décidé de quitter le navire un petit peu. Et ben, c'était principalement pour un besoin de liberté essentiellement et d'indépendance. Donc ça c'est vraiment le point essentiel. Au début je pensais que j'étais lassé de créer du contenu, que j'en avais marre de parler de calisthénie, que je voulais plus parler de calisthénie, et c'est d'ailleurs le premier point que je t'ai mentionné, Simon, quand on en a discuté ensemble. Mais en fait, avec le recul, avec le temps qui passe, je me rends compte que pas du tout. Je suis toujours aussi passionné par l'entraînement, par la calisthénie, euh, mais simplement j'avais envie de retrouver, ce pourquoi j'avais commencé à me lancer dans l'entrepreneuriat. Et en fait, la base de la base, pourquoi j'ai décidé de me lancer là-dedans, ça vient vraiment de l'aspect liberté, le fait d'être indépendant, le fait d'être autonome, de se gérer soi-même, de n'avoir de compte à rendre à personne, de ne pas culpabiliser de certaines situations aussi. Par exemple, euh, c'est tout bête, hein, mais là je m'apprête à partir en Thaïlande pendant un mois. Et comme je te l'ai dit, Simon, je culpabilisais déjà à l'idée de me dire pendant un mois je vais être moins actif, je vais laisser Simon faire plus le travail, il va devoir gérer plus de choses et moi je vais être sous les palmiers à me la couler douce. Et tous ces trucs là en fait, c'est un petit peu, alors c'est pour schématiser, mais au fur et à mesure du temps qui passait, j'avais l'impression de me rajouter des chaînes. Encore une fois, je m'en suis pas rendu compte, c'est vraiment un déclic qui s'est fait du jour au lendemain. Mais en regardant un petit peu derrière moi, je me suis dit, ok, en fait, de base, je faisais ça pour être libre et indépendant. Et maintenant, je me rends compte que travailler en équipe, alors oui, comme on l'a dit, ça apporte énormément d'avantages et c'est très formateur sur plein de points. Et voilà. Mais il y a aussi le lot d'inconvénients qui vient avec, évidemment, parce qu'il n'y a rien qui est tout noir ou tout blanc, comme dans toutes les situations. Et en fait, en réfléchissant, en me posant, je me suis rendu compte simplement que je préférais les avantages et les inconvénients
du fait d'être tout seul, plutôt que les avantages et les inconvénients de travailler en équipe. Donc en fait, c'est principalement pour ces raisons-là que j'ai pris cette décision qui, encore une fois, qui a été difficile à prendre, parce que comme on l'a dit au début, en plus d'une relation professionnelle et d'une collaboration sur la création d'une plateforme d'entraînement, c'est surtout une amitié qui s'est créée en fait. Et forcément, on a passé tellement de temps ensemble que ça devient encore plus compliqué parce que quitter une entreprise, donner sa notice quand on n'a rien à faire dans l'entreprise, c'est une chose. Tu pars du jour au lendemain, tu t'en fous. Tu regardes même pas derrière toi. Mais quand tu as bâti quelque chose et en plus que tu as bâti quelque chose avec quelqu'un que tu apprécies sincèrement, avec qui tu partages les mêmes valeurs, etc., bah, c'est forcément plus difficile. Donc voilà, ça explique un petit peu pourquoi j'ai décidé de, de me séparer de Stenios. Euh, et je pense aussi, tu vois, que, encore une fois, c'est très variable en fonction des personnalités. Certaines personnes vont très très bien se retrouver dans le fait de travailler et de collaborer avec quelqu'un, d'autres beaucoup moins. Et je pense que personnellement, comme quoi on a encore plein de choses à apprendre sur soi-même, parce que je pensais, je pensais le savoir, mais finalement, j'ai encore appris pas mal de choses sur ces derniers mois. J'ai besoin d'être seul pour une raison qui est simple, c'est que j'ai tendance à trop me reposer sur la personne aussi qui prend les devants. Et c'est ce que j'ai. Enfin, en fait, je sais pas si c'est une impression ou si c'est la réalité. Je pense qu'il y a un petit peu des deux. Mais j'ai tendance à trop me reposer sur la personne qui travaille avec moi et de moins m'impliquer dans le processus de création. Et en fait, ben, tu vois, pour donner un exemple très concret, quand j'étais à l'école et qu'il fallait choisir un groupe pour faire un exposé ou quoi que ce soit, je me mettais toujours avec ceux les têtes, tu vois, de la classe, je savais qu'ils allaient faire le taf, je savais qu'ils allaient cravacher, et moi C'était je savais que j'allais stratégique. pouvoir me mettre au fond de la classe, près du radiateur, l'hiver quand il faisait moins 1 degré dehors, et Stratégie. être au calme. Voilà. En fait, c'est ma nature. Euh, je me suis jamais considéré comme étant quelqu'un de vraiment bosseur. Alors, même si ça vient avec le temps et avec aussi le fait de développer, enfin de faire quelque chose que tu aimes, mais j'ai beaucoup plus cette tendance à travailler de manière intelligente, on va dire, et pour en faire le moins possible, entre guillemets. C'est encore une fois des gros guillemets parce que, évidemment, au quotidien, je charbonne et je fais ce qu'il y a à faire et je travaille et voilà, je fais pas des journées de 2 heures. Mais j'ai quand même cette tendance à me tourner vers la facilité et à prendre le chemin en fait du mec un petit peu feignant qui veut travailler intelligemment, qui veut faire en sorte qu'il ait un maximum de résultats pour le minimum d'efforts. Le ratio un petit peu coût-bénéfice soit avantageux de ce côté-là et faire en sorte que ce soit productif et que ça soit avantageux pour moi. Donc je pense que travailler pour moi, ça me sera beaucoup plus bénéfique parce que dans ces situations-là, je sais que je suis le seul à pouvoir compter sur moi-même et je sais pertinemment qu'en fait, si moi, je ne fais pas le travail, eh ben, il n'y a rien qui va avancer, tu vois. Et là, en fait, déjà depuis ces quelques semaines où je suis retourné à travailler en solitaire, on va dire, eh ben, je vois beaucoup plus je vois beaucoup plus de résultats. Enfin, je veux dire, ma productivité s'est décuplée et j'ai beaucoup plus d'engouement à faire les choses. Et je suis capable de rester concentré sur des tâches pendant beaucoup plus longtemps. Aussi parce que du coup, je fais quelque chose qui me parle plus. Parce que aussi, il y a l'engouement du fait que c'est un nouveau Oui. projet, que je me relance dans un nouveau truc. Donc ça, c'est inévitable. Mm. Et probablement que le truc va avoir des hauts et des bas. Et voilà, comme dans tous les projets, c'est toujours un petit peu en dents de scie. Mais n'empêche que je pense avoir beaucoup plus une personnalité qui a besoin d'être seul pour avancer. Après, encore une fois, c'est faire des croix sur des avantages qui sont non négligeables d'une collaboration, comme on en a discuté avant, l'aspect motivationnel, l'aspect de complémentarité, de pouvoir se reposer sur certaines personnes quand il y a des périodes plus difficiles, etc. Mais Mhm. voilà, je tenais à clarifier un petit peu tout ça parce que évidemment c'est important que je le justifie et que j'explique un petit peu ma vision du truc. Donc Mm. voilà, c'est Ouais, c'est chose faite. important. Mm. Ouais. Mm. Ça a Euh, été, ça a été une grosse surprise, comme tu l'as dit. C'est quelque chose que tu as réalisé rapidement aussi. La preuve, pour ceux qui écoutent,
Alexis même avait pris l'initiative pour qu'on se fasse une rencontre pour parler de l'année 2023, notre année 2024, sur quoi on se lance, des choses comme ça. Et je pense que c'est quelques jours après, tu as eu cette prise de conscience-là. Et après, tu m'as dit, j'ai quelque chose à t'annoncer. On a parlé, puis j'étais comme, quoi? Quoi? Mais tu sais, ça a été vraiment une surprise. Mais on s'en est rendu compte aussi que finalement, même si notre relation, que ça allait super bien, finalement, on avait une date de péremption dans nos natures, dans la façon dans ce qu'on est. C'était quelqu'un qui explore beaucoup plus, qui aime ça, tu sais, qui change d'avenue des fois pour aller explorer quelque chose d'autre. Tu reviens vers le milieu, tout ça. Et c'est sûr que moi, je suis quelqu'un qui a une vision tunnel dans je fais le truc, puis déroger de ça, c'est difficile. Quand toi, t'aimes ça, explorer beaucoup. Donc, c'est sûr que pour une entreprise qui, à la base, je suis comme ça, on a créé quelque chose comme ça, de se dire, oh, on va explorer plein d'autres trucs. Je dis pas que je vais jamais explorer d'autres trucs, mais que ça l'aurait peut-être créé à partir d'un moment des petites flamèches sur la mission principale de l'entreprise. Donc, c'est vrai que, à bien y penser, parce qu'au début, on essaie de trouver OK, comment on peut essayer de continuer à travailler ensemble, des points d'entente on peut modifier ci, ça, pour finalement, après, se rendre compte que il vaut mieux faire ça tout de suite que reporter ça encore un peu plus tard, de faire durer pour que finalement, ça finisse par revenir, puis que ça fasse encore plus mal, parce que là, finalement, ça l'a fait mal. Pour être franc avec vous, moi, je suis passé de surprise, tristesse, colère. Je savais pas comment gérer mes émotions. Vu que ça a tellement été rapide, mais au bout du compte, je suis tellement heureux qu'Alexis prenne conscience de tout ça parce que j'aurais été avec un ami, un associé qui prend plus plaisir dans ce qu'il fait. Donc, c'est sûr que de voir quelqu'un avec qui on n'est plus à 100% là-dedans, puis qui est plus aussi motivé, puis qui veut travailler tout seul, revenir à sa liberté, ça n'aurait pas fonctionné là, à long terme. Donc, ouais, ça a été quelque chose. Ouais, 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 comme tu l'as dit, je pense que le point le plus. Là où il y avait des grosses différences en termes de caractère, c'est surtout toi, ta capacité à rester focus sur un truc. Je sais pas si c'est le bon terme, mais t'es vraiment très, on va dire, terre à terre. Enfin voilà, comme tu l'as dit, c'était tunnel vision sur ton objectif. Il y a qu'à voir l'entraînement de la planche. Voilà, ça fait des années que tu entraînes la planche. Tu es capable de sticker sur ce truc-là pendant des mois, des années, des années. Tandis que moi, j'ai un caractère un peu plus électron libre. Et j'ai ce besoin de changement, Mhm, de nouveauté, d'exploration. Euh, et du coup, c'est sûr que se cantonner à une niche ultra spécifique de la calisthénie euh, pendant 2 ans, et encore pendant 2 ans, mais à côté, j'ai aussi exploré le streetlifting. Donc tu vois que même si on crée du contenu sur la calisthénie, à côté, j'ai eu aussi ce besoin de switcher et d'aller vers une autre branche pour mhm, découvrir encore un autre truc, tu vois, pour apporter du renouveau. Et en fait, je me rends compte, oui, que j'ai besoin de ça et que moi, je suis incapable de coller à un truc pendant des années. mhm, Et j'ai besoin de renouveau. Donc déjà en termes de personnalité là-dessus, c'était le plus gros point de dissonance, je pense. Et du coup, forcément, en termes de vision long terme, euh, ça pouvait pas coller sur le très long terme. Et mhm, comme tu l'as dit, ça aurait été encore plus compliqué de se séparer, de prendre chacun un chemin différent dans 6 mois, dans un an, parce qu'on aurait créé encore plus, la relation se serait encore amplifiée, ça aurait été encore plus compliqué, enfin mhm, bref, pour un tas de raisons différentes. Donc c'est sûr que c'est une décision qui est difficile à prendre, et, euh, et moi-même, si j'en avais eu conscience plus tôt, je t'en aurais évidemment parlé plus tôt, mais c'est vraiment, tu vois, ce truc de... Tu te lèves, tout va bien. Et le lendemain, tu te lèves, mais tu sais qu'il y a un truc qui a changé, tu vois. Tu prends conscience d'un truc. Et c'est marrant parce que j'ai un autre exemple, ça m'a fait exactement la même situation. Lorsque j'ai décidé, quand j'étais barman à Londres, enfin, voilà, j'étais pas heureux dans mon mode de vie. J'avais tendance à boire pas mal le soir parce que j'étais barman, je travaillais dans les bars à cocktails, donc forcément je buvais pas mal d'alcool. Je fumais aussi des pétards. Et du jour au lendemain,
j'ai vu une vidéo, je sais plus quoi, sur YouTube, et du jour au lendemain, j'ai pris la décision d'arrêter de fumer, et derrière, j'ai plus fumé, tu vois. Et j'ai arrêté de boire, j'ai quitté le monde du bar, je me suis lancé dans mon métier de coach. Bref, ma vie a pris un tournant, c'est même plus une épingle à 90, là, c'est un virage à 180 degrés. J'ai fait marche arrière direct, je suis parti dans l'autre sens radicalement, et du coup, j'ai recommencé un petit peu une nouvelle vie. Et, euh, et je pense que j'ai cette capacité justement à pivoter assez rapidement, certainement parfois beaucoup trop rapidement aussi. Mais en tout cas, bon, comme dans tous les traits de caractère, enfin pas tous, mais en tout cas celui-ci, je pense que il amène des avantages et des inconvénients. C'est sûr que, euh, enfin, ouais, c'est un truc un petit peu à double tranchant de prendre des décisions qui sont radicales comme ça rapidement. Mais en tout cas, c'est ma nature. Je peux pas aller à l'encontre de ça. Et je me voyais pas continuer de créer du contenu sur Stenios, de travailler pour Stenios, si c'est pour à côté mettre en péril de un notre relation, parce que forcément le truc, la relation se serait dégradée à terme puisque je me serais pas investi autant que tu aurais voulu. Voilà, ça aurait été compliqué de ce niveau-là. Et puis moi-même, j'aurais pas été dans un état, j'aurais pas été épanoui dans ce que je fais simplement. Mhm. Donc ça, c'est juste hors de question. Et, euh, et, et voilà, je veux absolument faire quelque chose qui me tient à cœur. Et donc je pense que c'était une, un choix à prendre qui était difficile, mais qui était obligatoire en fait, enfin qui était incontournable. Mhm. Ouais. Ouais. Ok. Bon, déjà, tu vois, ça fait du bien de mettre des mots aussi sur tout ça et de l'exprimer clairement. Maintenant, bon, forcément, ça nous a appris des choses ces 2 années. Euh, on en a tiré des leçons et appris, enfin, développé des compétences. Toi, pour toi, c'est quoi les compétences et les leçons que tu tires de cette expérience? C'est des prises de conscience sur comment tu peux être en équipe. Je pense que j'ai découvert des qualités que je pensais pas avoir en termes de collaboration. Je pensais que j'étais très, très, très ermite, très solitaire, mais finalement, je me rends compte que en termes de discussion, de parler, je suis quelqu'un qui aime ça, prendre les deux, tu sais, j'aime ça, là, vraiment foncer dans, finalement, c'est pas juste dans mes entraînements, c'est aussi côté, là, côté relationnel, quand on rencontrait des personnes aussi, j'aimais ça, là, tu sais, euh, parler, prendre les, c'est vraiment, comment je pourrais dire ça? L'idée. Ouais, C'est précisément le terme. T'as un tempérament de leader, tout simplement. mais c'est C'est quelque chose, clairement ça. c'est quelque chose que je pensais pas, tu sais, je me pensais dans mes entraînements, tu sais, je suis vraiment, tu sais, je fonce dans mes entraînements, tout ça, mais je pensais que en termes de travailler en équipe, travailler avec d'autres personnes qui rentrent en jeu, je pensais que j'allais être plus, pas effacé, mais plus moins parlé, tout ça, mais Mhm. c'est des qualités que je me suis trouvé, que je suis content d'avoir pour la suite, parce que je sais que je vais être amené à collaborer avec des personnes par la suite, que ce soit une agence ou des choses comme ça. Et, euh, et ça, j'en suis vraiment content. Sinon, je me rends compte que... Quelle autre prise de conscience que j'ai eue? Euh, Écoute, c'est celle qui me vient rapidement. C'est sûr qu'il y en a plein, là. J'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup sur moi. Ouais. Euh, Mais je pense que et- de toute manière, la capacité à l'idée, à diriger un petit peu une équipe, tu peux pas t'en rendre compte quand t'as pas d'équipe. Donc c'est logique que tu t'en sois rendu compte à ce moment-là où on a commencé à collaborer ensemble. Mais c'est vrai que même, tu vois, dans les conversations qu'on pouvait avoir avec Raph et l'équipe de marketing, euh, dans plein de situations, en fait, c'est toi qui prenais la main, c'est toi qui donnais le ton un petit peu du truc. Et du coup c'est excellent et tu le fais très très bien. Donc c'est clair que tu as des, grandes, des grandes qualités de leader et c'est quelque chose qui est très inspirant et et qui te permettra d'aller loin sur plein de points en rapport avec ton activité. Donc Mhm. c'est excellent que tu aies découvert ce truc-là sur toi. Ouais, Parce que c'est pas une petite qualité, mine de rien. C'est loin d'être donné à tout le monde, d'être capable de, de mener une équipe d'un point A à un point B. Et moi Mhm. aussi, c'est un truc, tu vois, sur lequel je suis pas revenu dessus, mais c'est aussi quelque chose
qui me correspond moins, dans le sens où je suis absolument pas leader, ça c'est sûr et certain. Je n'ai pas ces compétences-là que tu as de mener une équipe dans une certaine direction. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai besoin de mettre mon identité à 100% dans ce que je fais. Mhm. Et dès que je sors un petit peu de ce cadre-là, et que du coup, forcément, quand tu travailles en équipe, tu dois faire des concessions quant à ce qui est des choix de la direction dans laquelle tu vas. Évidemment, moi j'ai une idée, toi tu as une idée, Amélie a une idée, Raph a une idée, on met en commun, et finalement, l'idée que tu as de base, peut-être que Oui. on va trouver un compromis pour qu'elle soit présente, mais au final, c'est jamais précisément ce que tu aurais fait si tu avais Mhm. été tout seul. Et du coup, ça aussi, c'est un truc qui avec le recul, me pesait aussi, parce que je suis très, je suis pas simple à vivre, tu vois, dans le sens où j'ai certes un tempérament qui est très calme, je suis capable de me Mhm. remettre en question sur beaucoup de choses, je pense, mais j'ai aussi cette envie de faire les choses comme je les entends et comme je veux, tu vois. Et là-dessus, il y a des choses qui sont pas négociables. Et du coup, c'est clair que ça a été difficile aussi pour moi à certains points, parce que encore une fois, je trouve qu'on s'en est très très bien sorti et que, étant donné qu'on avait la même vision, on prenait des choix qui étaient similaires et voilà, on mettait en commun et bref, dans l'ensemble, ça se passait très très bien. Mais mine de rien, je ressens quand même aujourd'hui ce besoin de mettre ma patte à 100% dans la création que je fais, Mhm. parler des sujets que je veux, être plus large, pas parler uniquement de calisthénie, pouvoir parler, tu vois, comme aujourd'hui on le fait, d'entrepreneuriat, de business, de mindset, de plein d'autres choses qui me tiennent à cœur et qui font en sorte que je suis devenu aujourd'hui la personne que je suis. Et en fait, je me rends compte que l'entraînement et la calisthénie, ça a été un moyen pour moi de mettre le pied dans l'engrenage et de me développer, de gagner confiance en moi, de développer mon physique, de développer des compétences, être capable d'être fort simplement, d'être résilient, d'être assez polyvalent, de pouvoir pratiquer différents sports. C'est des choses qui m'ont permis d'avoir une porte d'entrée vers la suite, vers l'entrepreneuriat, vers le développement personnel, vers le fait de devenir l'homme que j'idéalise, tu vois, d'ici quelques années, que je me projette devenir d'ici quelques années. Et du coup, voilà, c'est aussi une des raisons enfin, c'est une des leçons que ça m'a enseigné aussi, tu vois. Donc ouais, c'est important de souligner ce point-là. Et Mais, aussi, mais vas-y. oui, c'est vrai, je repense, tu sais, je trouve qu'on était tu sais, très complémentaires, je le disais toujours dans nos énergies aussi. Je suis, tu sais, si je mettais des éléments un petit peu, on dirait que je suis plus feu, là. Je suis beaucoup, tu sais, je brûle, on dirait que je suis tout le temps en train d'être alimenté, de m'alimenter, d'être alimenté par tes idées, je suis toujours à fond, on dirait. Ouais. Puis toi, tu étais beaucoup plus tempéré, tu venais vraiment plus aussi, tu étais posé, tout ça. Mais des fois, j'avais l'impression justement que, euh, vu que je prenais souvent les devants, des fois, toi, ça te prenait beaucoup plus de temps aussi à assimiler, revenir, et c'est tout à fait normal. Mais des fois, dans des moments où justement, on attendait une réponse, je me disais, OK, on va aller vers cette direction ou cette décision-là, puis après, tu revenais avec ton idée. Et c'est ça que finalement, comme tu l'as dit, c'est, c'est des choses que là, avec le recul, on se rend compte aussi que tu sais, quand tu veux mettre ton identité à fond dans quelque chose, mais que finalement, l'opportunité de l'avoir dit ou que ça a pris plus de temps pour le dire, déjà, ça s'est enclenché dans la prise de décision et aussi l'application qu'on a commencé à créer du concret, puis finalement, tu réalises que c'est pas le chemin que tu veux entreprendre ou la direction complète, ça peut devenir frustrant aussi. Puis ça j'en suis conscient aussi. Mhm. Puis c'est vrai que vu ce tempérament-là pour toi, puis ta nature, c'est sûr que travailler seul, puis de pouvoir prendre le temps pour faire le truc, puis après aller dans l'image que tu as de de ce projet-là, c'est le mieux pour le long terme aussi, puis travailler seul là-dedans aussi, c'est bien. Ouais. Mm. C'est clair que, comme tu dis, ouais, on avait vraiment deux énergies qui étaient complémentaires sur certains points, mais aussi qui étaient différentes sur d'autres points. Mhm. Et c'est vrai que toi, et quelque chose que j'ai beaucoup appris de ta part, c'est justement ce point-là sur lequel je voulais revenir, c'est la discipline de travail, la rigueur, l'organisation aussi. Euh, Parce que toi, tu es tout le temps dans l'action, en fait. Dès que tu as une idée en tête, le lendemain, elle est posée sur papier et tu cravaches déjà pour la mettre en application. Et ça, je trouve ça ultra impressionnant parce que moi, je suis l'opposé de ça, tu vois. Comme tu l'as dit, je suis beaucoup plus posé et j'ai besoin
réfléchir, à me demander si la direction que je prends est la bonne. Et je peux pas avoir une idée, boum, la mettre en application le lendemain. Ou du moins beaucoup plus difficilement. Je pense que je me suis pas mal amélioré sur ce point-là. Mais en tout cas, ça fait pas partie de mes forces et de mes traits de caractère naturels. Euh, donc, de ce point de vue-là, déjà, ça m'a appris beaucoup. Tu vois, la capacité à aller de l'avant, à être vraiment plus productif. Et je pense que aujourd'hui, je travaillerai plus jamais de la même manière Mhm. de la manière dont je pouvais travailler quand j'étais tout seul avant de travailler ensemble sur Ah, moi Stenios. aussi, vraiment. Mm. Parce que j'ai appris sur plein de points. Même, tu vois, juste être plus à l'écoute des autres, être dans l'empathie, être capable de rester calme dans certaines situations qui peuvent être conflictuelles, être capable de bien choisir mes mots, en fait être capable de travailler en équipe et donc d'améliorer des compétences de communication comme on en parlait tout à l'heure. C'est aussi quelque chose que moi j'ai beaucoup appris. Parce que quand tu travailles tout seul dans ta grotte et que tu n'as personne à qui te confier et que, et que tu es le seul à prendre les directions, il n'y a pas de est-ce que tu es d'accord pour qu'on fasse ça? Non, on fait ça, point. Enfin, je fais ça parce que je suis tout seul. Ouais. Donc c'est clair que euh, pour développer des compétences de communication, travailler en équipe, c'est excellent. Et moi, ça m'a beaucoup appris et j'en suis très reconnaissant aussi. Ah, c'est des outils qu'on va pouvoir garder toute notre vie aussi, qu'on va pouvoir améliorer maintenant qu'on a pu développer. On va continuer à les améliorer, les appliquer dans d'autres. Si on est amené à collaborer avec d'autres personnes ou quoi que ce soit, on va pouvoir plus s'affirmer, savoir ce qu'on veut. Tu sais, ça, c'est vraiment quelque chose de génial, là. Mm. Ouais, c'est clair. Moi, il y a un autre truc que je voulais te poser, c'est qu'est-ce que ça t'a apporté maintenant, autre que juste les leçons que tu en tires, mais plutôt les compétences que tu as acquises. Si tu veux, je peux commencer. Ouais, beaucoup, hein. Ouais. On a appris des compétences. Moi, je pense que déjà la première chose qu'on a beaucoup, qui nous a, enfin ce que ça nous a apporté de manière principale, c'est évidemment une énorme connaissance théorique sur notre pratique. Je pense qu'on a tellement écrit de scripts pour faire des vidéos, on a tellement fait de programmation, on a tellement vu aussi de panels de pratiquants larges, et donc on a coaché des personnes qui avaient 60 ans, des femmes, des petits, des grands, bref, vraiment un panel de pratiquants qui est très très large. En fait, ça nous a permis d'acquérir énormément de compétences, de connaissances dans ce domaine-là de la calisthénie. Enfin, c'est tellement vaste que moi, c'est vraiment le truc que je mettrais en numéro un. C'est T'as raison. les connaissances qu'on a acquises dans notre niche, dans notre domaine de prédilection. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire parce que souvent des personnes vont terminer leur formation en tant qu'entraîneur, puis après ça, ils vont tellement être débordés par le coaching one-on-one qu'ils vont avoir et ils vont le temps qu'ils ont de dispo, ça va être pour souffler un peu, s'entraîner un petit peu le temps qui reste, puis passer du temps avec leur famille s'ils ont une famille ou quoi que ce soit. Mais après ça, le temps qu'ils ont disponible, ils vont pas se mettre à se remettre dans beaucoup de théorie, à moins que ce soit vraiment qui soient hyper structurés, mais la plupart des personnes, c'est leur réalité. Quand j'en Oui, parle à des amis entraîneurs, mais là, de nous, notre travail, c'était de devoir se replonger dans des choses, de créer du contenu, et on se le disait souvent, toi et moi, on avait hâte de refaire du contenu, par exemple, une longue vidéo YouTube, parce que ça te remet là ça te remet à fond dans lire, documenter, te faire tout ça structuré pour après le dire oralement. Et après ça, à force de le dire oralement, tu tu l'intègres. commences à maîtriser et après ça, oralement, mais après ça, coacher sur la plateforme. Donc là, on enseigne, on applique, on voit si ça fonctionne, on voit les résultats, on en ressort des conclusions. Donc on avait comme une spirale vraiment incroyable pour perfectionner notre travail en tant qu'entraîneur. Donc c'était vraiment génial pour ça. Mhm. Et, et on a appris plein de nouveaux skills autres que coacher, ça c'est sûr et certain. Bah, Toutes moi, le les... premier truc qui me vient, c'est vraiment l'aisance à l'oral. Tu Oui. vois, c'est un truc tout bête, hein, mais toi, tu avais l'habitude de faire des lives, de faire des podcasts déjà. Et au moment où je t'ai rencontré, finalement, tu vois, le moment vraiment où tu m'as invité sur ton podcast, c'était peut-être je sais pas, le deux ou troisième podcast que je faisais, quoi. J'en avais fait très très peu, j'avais été invité sur très peu de podcasts. Et par la suite, en fait, on faisait le fonctionnement sur Stenios, c'est qu'il y a un live par mois. Et du coup, tous les mois, on se connectait en live. Il y avait les membres qui se connectaient et on discutait de différents sujets, etc.
Alors des fois on avait des sujets préétablis et puis des fois c'était un petit peu plus de l'improvisation, voilà, on discutait de nos entraînements, etc. Et en fait je me rends compte que déjà j'avais initialement cette peur-là de pas avoir de script devant moi. Tu vois, moi je faisais des vidéos YouTube, mais j'étais obligé de tout scripter. Chaque mot, chaque détail, chaque machin était noté. J'avais cette organisation-là, je me sentais à l'aise avec ce truc-là, mais à aucun moment j'étais capable d'improviser et de sortir un peu des gonds et de ce qui était, de ce qui était prévu initialement. Et en fait, le fait de faire des podcasts, de faire des lives, et en plus de ça, de se plonger à 200% dans le monde de la calisthénie en perfectionnant nos connaissances théoriques et en coachant sur la plateforme, et ben, ça m'a appris vraiment à être capable d'improviser. Et donc, en fait, la meilleure manière que tu puisses faire pour intégrer une information, c'est derrière de l'enseigner, c'est de l'apprendre, de l'intégrer et ensuite de le retranscrire avec tes mots. En fait, si tu es capable de retranscrire une information avec tes mots, bah, ça veut dire que tu as compris le message au fond. Mhm. Si on t'explique un concept, mais que tu n'es pas capable de le réexpliquer en retour d'une Oui. manière claire et concise, c'est que tu n'as pas compris le truc au fond. Et en Ou fait, de le, ou de le vulgariser aussi. C'est souvent ce qu'on voit, les personnes apprennent la théorie. Oui, ça a l'air clair dans ta tête en tant que coach qui a les connaissances, mais après de le dire tel que tel à quelqu'un, à une personne qui a pas ces connaissances-là ou et qui connaît pas ces termes-là, il faut que tu sois capable de bien le vulgariser. Et ça, c'est une lacune que je vois souvent. Des personnes qui vont aucunement vulgariser à des personnes que tu dois leur une scapula, de trouver une façon d'expliquer la rétraction scapulaire, protraction, abaissement. C'est des choses que, des fois, tu te rends compte qu'une personne, tu l'as dit, elle a compris. Puis après mhm, ça, tu t'en parles à une autre, puis elle va dire, mais je comprends pas. Donc, tu dois trouver des façons, des chemins différents pour oui. lui faire comprendre. Puis ça, c'est une force aussi, là, je pense. Ouais, c'est clair. En fonction du pratiquant aussi, ouais, adapter ton mode de communication à la personne que Oui. tu as en face aussi. Ça, c'est un truc qui est très important. D'autant plus quand tu coaches, forcément. Une personne débutante, tu vas pas forcément employer les mêmes termes qu'une personne qui est confirmée, qui est peut-être dans le milieu médical, qui va avoir des connaissances en anatomie, etc. Tu vas devoir utiliser un vocabulaire qui va beaucoup plus parler à la personne. Euh, donc ouais, tout ça, être capable d'adapter son discours, mais voilà, ouais, être capable encore une fois d'exprimer des idées, de vulgariser, d'être à l'aise à l'oral, tout ça, c'est vraiment des trucs qui me faisaient peur et que j'ai appris grâce à notre collaboration en immense, en grande majorité, quoi, simplement. Mm. Donc ouais. Est-ce qu'il y en a Je- d'autres qui te viennent en tête de ton côté? Petite anecdote, j'ai refait le premier live seul là, sur Stenios. Et, et ça m'a replongé dans les premières années dans l'arène où ce que je faisais les lives seuls. Et il faut vraiment que t'aies de la suite dans les idées. Là, j'étais comme, OK, OK, ça arrête juste pas. Le fait qu'on soit deux, c'était vraiment super parce que pendant que l'autre parle, tu peux repenser, rebondir sur des choses. Mais c'est vrai que je pense que ça a été quelque chose qui a beaucoup développé ma capacité à tout de suite avoir quelque chose à dire puis essayer de faire ça. Puis je regarde comme l'insécurité que j'avais avant versus quand j'ai commencé à faire des lives, à faire des podcasts. Puis c'est le plus beau cadeau que tu peux donner en tant que coach. C'est ça, je pense, par la suite, pour avoir une aisance, une facilité à rebondir, à vulgariser, bien dire ce que tu as dans ta tête. C'est quelque chose de vraiment bien qu'il faut développer. C'est ultra formateur, vraiment. Vraiment. Vraiment, vraiment. Tourner des vidéos qui sont toutes scriptées et faire un live et exprimer tes idées en réel, c'est deux mondes radicalement différents et ça te permet vraiment de maîtriser ton sujet sur le bout des doigts. Et après, en termes de crédibilité, c'est le jour et la nuit, je trouve. Mm. Vraiment. Bon, parfait. Écoute, je pense qu'on a fait un bon tour sur tous ces points-là. Maintenant, je voudrais qu'on parle un petit peu de l'avenir, de ce qui se profile dans les mois qui arrivent. Dernière chose avant de passer sur ce point-là, on va juste faire un survol rapide là-dessus. Mais être entraîneur de nos jours sur le web, ce n'est pas juste parler d'entraînement et on a quand même développé des skills incroyables sur publicité Facebook, tout ce qui est la vente, Oui. définir son offre, tout ce qui gravite autour de ça. Et c'est là que le meilleur conseil, je pense, qu'on peut donner à Alexis, là, aux personnes qui se lancent en tant qu'entraîneur, c'est l'idée, si tu
mais à l'idée que tu vas juste coacher et faire des programmes et que tu veux vivre du web ou que tu veux que ta business soit en ligne, tu vas retomber assez rapidement sur Terre et réaliser qu'il faut que tu développes plein d'aptitudes qui sont autres que ça. Et ça, là, fais-le le plus tôt possible ou entoure-toi de personnes qui ont cette expertise-là le plus tôt possible parce que tu vas vite réaliser que tu es submergé par «Ah, devoir créer du contenu sur Internet pour me faire voir parce que je vais avoir plus de clients. Oh, définir un produit ou quelque chose, quel prix que je vais lui donner, comment je vais aborder les personnes.» Donc, il y a tellement de choses. Ça dépend aussi de l'avenue que tu veux aller si tu fais du one-on-one. Définir un produit que tu vas vendre en ligne, c'est moins important, mais quand même, c'est une réalité que tu dois faire face et que tu dois t'outiller assez rapidement. Et je pense qu'on a développé le nombre de livres qu'on a lus là-dessus, les livres d'Alex Hormozy, tu sais, on consacrait énormément de temps là-dessus et ça, je suis content de l'avoir fait parce que maintenant, quand on parle avec d'autres personnes, on a une base là-dessus. Donc, on ne peut Oui, pas se faire raconter des conneries aussi par un gars qui veut nous vendre ses services en tant que copywriter ou en tant que montage vidéo. Tu sais, je fais le montage vidéo depuis des années. Je suis rendu bon dans le montage vidéo. Ben, j'ai un minimum de... Je sais me débrouiller. Donc, je me suis fait aborder pour faire mon montage vidéo. L'autre coup, ses réels étaient moins beaux que les miens. Je ne vais pas l'engager. Tu sais. Je veux dire, vends-moi pas ton service si c'est moins bien que ce que je fais présentement. Donc, je pense que ça nous a apporté aussi, on va être plus critique maintenant et plus pointilleux sur les personnes qui vont nous offrir leurs services et on va pouvoir se débrouiller aussi un minimum. Donc, ça, c'est une grosse corde de plus qu'on a à notre arc. mhm. Ouais, Mm. vraiment. Bah, de toute façon, c'est pas un mythe, hein. Quand tu veux entreprendre, encore plus quand tu es tout seul, et souvent tu commences par cette case-là, bah, faut être un vrai couteau suisse. Et c'est là que c'est difficile aussi parce que non seulement tu dois déjà dans un premier temps avoir une expertise de la chose que tu enseignes, mais en plus de ça, tu dois apprendre plein d'autres trucs qui ont pas rapport avec la compétence que tu essaies de développer de base, qui prend déjà énormément de temps à développer parce que on ne devient pas expert d'un domaine en un an. Euh, Même si aujourd'hui, tu vois, tout le monde se dit coach en ceci, coach en cela sur les réseaux. Non, c'est marketing évidemment, mais je veux dire un vrai coach, une personne qui a une vraie expertise d'un domaine, c'est quelqu'un qui a pratiqué des centaines, des milliers d'heures son art, entre guillemets. Donc nous, en tant que coach, bah, c'est coacher. Et ça s'apprend pas en 3 minutes. C'est déjà être capable d'avoir des résultats sur soi-même. Et une fois que tu es capable d'avoir des résultats sur toi-même, être capable de faire en sorte que les autres personnes, enfin les personnes que tu vas accompagner, vont avoir des résultats aussi et vont être capables de cocher les petites cases qui se sont fixées sur leur liste d'objectifs en début d'année. C'est ça une vraie expertise. Et c'est beaucoup plus complexe et long à développer que ce qu'on pense. Donc en plus de tout ça qui te prend déjà logiquement la majorité de ton temps, 80-90% de ton temps peut-être, tu dois être capable de développer d'autres skills et d'être bon dans ces autres domaines d'expertise Mhm. aussi parce que voilà, si tu veux vendre, faut que tu sois convaincant, faut que tu saches communiquer, faut que tu saches transmettre une idée. Si tu veux, enfin voilà, il faut être capable de créer un site web, il faut être capable d'écrire des emails si tu as une liste email, il faut être capable de faire du montage vidéo, il faut être capable de tenir une comptabilité pour que ton entreprise elle soit prospère et elle se casse pas la gueule au bout d'un an parce que tu sais pas gérer tes comptes. Il y a 1000 choses à gérer et franchement au début ça peut être, tu peux très rapidement être submergé par le nombre de choses que tu as à penser. Mais bon, encore une fois, c'est des choses qui se font étape par étape. Ça vient pas du jour au lendemain, mais la première chose, en tout cas moi si je peux donner un conseil, c'est la première chose à faire, c'est simplement d'avoir un domaine d'expertise, être bon, voire même l'un des meilleurs ou même le meilleur dans ton domaine précis, et ensuite se faire accompagner, si en tout cas c'est ta philosophie, et que tu es capable de travailler avec d'autres personnes, parce qu'encore une fois c'est un sujet qui est variable en fonction des individus, mais déléguer ce pourquoi tu ne prends pas de plaisir, déléguer ce pourquoi tu es moins doué, et ça te permettra de te dégager plus de temps dans ton domaine d'expertise et donc d'être encore meilleur que les autres concurrents que tu as derrière toi. Mhm. Bref, c'est un sujet sans fin, mais moi je trouve que c'est des trucs qui sont passionnants. Vraiment. Ouais. Mm. Quand on dit coach en calisthénie, c'est coach en calisthénie, monteur vidéo à temps partiel. Là, tu vois toutes les compétences que tu peux avoir, que tu as développées. Mais
tu sais, avec du recul, c'est quelque chose que je suis content d'avoir développé parce que c'est des outils qu'on va garder toute notre vie aussi et qui nous fait comprendre un peu les petites subtilités, aussi se faire passer moins de, 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 de mensonges par des personnes parce qu'on se fait beaucoup approcher aussi par ça. Donc, de voir un peu que non, ça vaut vraiment pas l'argent que tu demandes, ce que tu fais, ou bref, d'être plus pointilleux dans ce qu'on demande. Mais c'est Ouais. sûr qu'il y a des périodes où ce qu'on faisait tout sauf continuer à apprendre. Il y a des périodes où les périodes qu'on refaisait du contenu, qu'on créait, là, j'étais comme yes, on se remet dedans. On se remet dans de la théorie, on lit, on lisait des livres sur l'entraînement, périodisation, tout ça. Mais après, dans les périodes où ce qu'on devait faire les montages vidéo, créer les scripts, ben, tu sais, les choses qu'on connaissait déjà, je me disais, OK, là, ce serait bien de pouvoir déléguer rendu à ce stade-là. Mais vu qu'on était aussi au début, mais comme tu as dit, là, si tu peux déléguer assez rapidement dans ton processus, que tu as la chance de, c'est quelque chose que c'est bien de faire. Vraiment, ouais. Mm. Bon, écoute, et toi maintenant, comment est-ce que ça se profile dans les mois à venir? C'est quoi tes futurs projets professionnels? De continuer sur cette lancée-là, d'essayer de voir, là, l'objectif, ça va être d'essayer d'approcher plus les personnes qui ne sont pas au courant qu'ils veulent apprendre les mouvements avancés. Donc ça, je pense, on s'en était parlé aussi, parce qu'il y en a plein qui réalisent pas que ils savent même pas encore, ils n'ont pas pris connaissance que le front lever, la traction à un bras existe, et ils veulent peut-être commencer la calisthénie, l'entraînement au poids du corps, pour ne pas aller au gym, gagner un peu en masse musculaire, se sentir mieux dans leur corps, mais qu'après, dans leur processus, les portes s'ouvrent, ils réalisent que, ah, wow, c'est quoi ce mouvement-là? Ah, c'est le front lever. Tu pourrais le faire, tu as les prérequis. OK. Puis là, là, ils vont être intéressés. Donc, c'est de créer plus de, de contenu, de produits, de choses pour les personnes qui commencent leur processus. Ou même, ça va être quelque chose qui va être, même pour les personnes qui commencent et après vont transitionner vers les mouvements avancés, mais pour les personnes aussi qui veulent juste s'entraîner, être en forme et pas nécessairement aller vers ces mouvements-là. Il y en a plein. Plein que je connais, même des entraîneurs très connus, que eux, leur objectif, c'est de gagner le plus en masse musculaire, en force, au poids du corps ou avec un minimum d'équipement et qu'ils pourraient là, réussir une traction à un bras, tout ça, mais ça les intéresse pas. Donc, de créer du contenu comme ça avec l'objectif de faire tomber en amour ces personnes-là par la suite vers les mouvements plus avancés. Donc, je pense que c'est ça qu'on a réalisé aussi, que je réalise de plus en plus. On s'adresse à des personnes qui sont déjà au courant, qui veulent ces mouvements-là. Ils sont déjà Mhm. loin dans le processus. Mais si mon objectif, c'est de faire découvrir cette discipline-là, de faire embarquer le plus de personnes dans ce tunnel-là de plus en plus spécifique, précis, qui s'adresse à des personnes qui sont déjà conscients, il faut que j'aille crier ça au début du tunnel pour dire, OK, c'est ici, j'ai quelque chose qui t'intéresse. OK, après, tu vas voir, tu ouvres une porte, tu ne vas plus jamais la refermer. Donc, c'est comme ça que je suis rentré là-dedans. Beaucoup d'amis sont rentrés comme ça. Ah ouais, j'aimerais ça gagner un peu d'épaule, un peu de biceps, mais je veux pas nécessairement m'abonner au gym. Hey, OK, je te fais un programme de calisthénie. Wow, ils gagnent un peu au niveau de leur physique, ils gagnent en masse musculaire, ils se sentent mieux dans leur corps. OK, là, je veux que tu me pousses ça. OK, ben tu pourras prendre le handstand push-up, le handstand, tel mouvement, puis là, ils tombent en amour avec le processus qui est beaucoup plus long. Donc, je pense que les prochains mois, la prochaine année, ça va être là-dessus que je vais me concentrer. Hmm. Yes, ok. Je pense que on a fait l'erreur de vouloir s'adresser à des personnes justement qui étaient trop loin dans le processus et on a fait l'inverse de ce qu'on aurait dû faire. On a commencé par enseigner les mouvements avancés, même si on pouvait commencer d'un peu plus bas avec le cours des fondations sur Stenios. On a quand même beaucoup centré notre contenu autour des mouvements avancés, bah aussi parce que c'est des choses qui existaient pas ou peu, ou alors pas dans le contenu francophone. Et puis c'est quelque chose aussi qui nous passionne davantage parce qu'on est rendu à ce stade-là. On avait plus envie de coacher des personnes euh, qui sont rendues un peu plus loin dans le processus, qui entraînent le handstand push-up, qui entraînent le front lever, la traction à bras, la planche, tout ça, plutôt que des personnes qui démarrent tout juste. Mais je pense qu'on aurait dû clairement faire l'inverse. Mhm. Et du coup, je pense que c'est une très bonne stratégie et un bon choix que tu fais là, de commencer par le début, en fait, de faire rentrer un maximum de personnes dans le tunnel
et après convertir un maximum de personnes à la calisthénie comme si c'était une religion. Euh, Ça fait un nom de secte. De toute façon, j'ai toujours dit que ça ressemblait à un nom de secte, la calisthénie, donc c'est clair. je vais être le gourou. Et après, voilà, faire en sorte que, comme tu as dit, ces personnes tombent en amour avec le processus et se Mhm. dirigent vers les mouvements plus avancés. Donc, on a pris le truc un petit peu à l'envers quand on a fait Stenios. Mais bon, il vaut mieux tard que jamais. Et je pense que c'est une très bonne décision de ta part de te tourner vers dans cette direction. Et je prends beaucoup de plaisir ces temps-ci à, tu sais, comme là, j'ai invité Milo au podcast, tu sais, qui est l'expert présentement mondial en termes d'amplitude de mouvement. Il a fait des études spécifiques à l'amplitude, là, les end-range, de faire des long length partials. Des demi-répétitions dans la partie étirée du mouvement sembleraient être supérieures en termes de gain en masse musculaire. De faire des demi-répétitions dans cette amplitude-là, ça, on va pouvoir en reparler un jour. Mais bref, je me replonge beaucoup dans tout ce qui est hypertrophie et c'est quelque chose que je sais que après que je vais avoir eu mon prime pour la full planche, que je vais avoir été, que je vais avoir là, été là, à un niveau je dis toujours un niveau qui me satisfait, mais je vais jamais être satisfait dans le sens, je vais Ouais. toujours vouloir plus. Mais je vais être père en 2024, donc tu sais, c'est quelque chose, une réalité que je vais devoir faire face aussi, adapter ma programmation, mes entraînements, ma récupération va être va être moins bonne. Donc, je sais que plus tard, quand je vais être plus vieux, euh, je sais que je vais laisser la performance un peu plus de côté et retrouver plus là, des entraînements, encore avec des mouvements avancés, avancés entre guillemets, là, traction un bras, handstand push-up, 90 de handstand push-up, des mouvements moins stressants aussi que la full planche aux anneaux, par exemple, Mhm. mais que la plupart de mon volume va être mis dans hypertrophie et d'aller dans des choses comme ça, là, juste être le plus en forme possible, longévité et masse musculaire. Et ça, c'est quelque chose que je ne pensais pas dire, mais que j'ai hâte, que Ok. j'ai très hâte. Donc ça, déjà là, de me replonger là-dessus, je suis content. Et c'est quelque chose que j'ai hâte de sortir et de créer. Mm. Ok, trop cool. Bah, ça fait des beaux projets. Ouais, c'est vraiment cool. J'ai hâte de voir ce que tu vas continuer à créer comme contenu. De toute façon, je m'en fais absolument pas pour toi parce que je sais commenter et je sais que tout va bien se passer et que voilà, tu vas comme d'habitude faire de ton mieux pour faire en sorte de démocratiser la calisthénie. La mission de base reste la même. Mm. Donc ouais, euh, Merci. Et toi, hâte de de ton voir ça. côté? Écoute, de mon côté, je veux repositionner au cœur de mon activité du coup le coaching en individuel. Et j'ai eu tendance du coup sur ces 2 dernières années, et tu le sais évidemment, Mhm. l'objectif initial c'était de pouvoir se séparer entièrement du coaching individuel et de fonctionner entièrement grâce à Stenios, voilà, de s'impliquer entièrement sur Stenios. Et du coup, sur ces 2 dernières années, j'ai pas eu autant de temps que je voulais pour pouvoir développer mon accompagnement en individuel. Et là, j'ai vraiment envie, du coup, avec le changement de situation actuelle, de recentrer ce truc-là au centre, de le chouchouter, de le perfectionner, d'améliorer le processus, etc., d'améliorer l'expérience client, même si elle est déjà très très bonne avec les retours que j'ai, les témoignages que je peux déjà avoir. Mais voilà, vraiment mettre plus d'attention, plus d'efforts Mhm. sur cette partie de mon business là, parce que c'est ce qui me permet de vivre. Et en plus de ça, je me rends compte que je prends aussi du plaisir, beaucoup de plaisir à accompagner individuellement les personnes. C'est vrai que bon, y a pas grand chose de mieux que d'avoir un coach attitré, avoir un coach individuel. Je suis bien placé pour parler parce que personnellement, l'expérience que j'ai eue avec Victor en streetlifting, ça m'a vraiment énormément apporté. Et les témoignages clients que je peux faire aujourd'hui, je me rends compte. En fait, c'est marrant parce que je pense aussi que c'est parce que j'ai un esprit assez critique et peut-être un poil perfectionniste, mais j'avais tendance en tout cas à me remettre un petit peu en question constamment par rapport à la qualité de mes services. Est-ce que j'en fais assez? Est-ce que mes conseils sont suffisamment précis? Est-ce que je suis... voilà, plein de choses. Et en fait, en interrogeant les personnes qui bossent avec moi depuis 6 mois, depuis 1 an, depuis 2 ans, je me rends compte qu'ils sont... Mais, et s'ils restent aussi longtemps, c'est qu'ils sont super contents et qu'en fait, ben,
ils se voient pas fonctionner autrement, quoi. Ils veulent continuer sur le long terme. Le fonctionnement leur convient très très bien. Ils progressent. Enfin voilà, tout se passe comme sur des roulettes, comme on dit. Donc en fait, c'est marrant parce que voilà, t'as vraiment la réalité et l'idée que tu t'en fais. Et parfois, c'est deux trucs qui sont complètement différents. Et finalement, quand tu prends un petit peu la température de tes clients, tu te rends compte que vraiment tout va bien et Mhm. qui sont ultra satisfaits de ton service. Et en plus de ça, voilà, comme je le disais, il n'y a pas vraiment de meilleure façon d'accompagner des personnes dans leur pratique que le fait d'avoir un coach personnel. Parce que clairement, en fait, eux, ils ont simplement à appliquer la programmation, les conseils que je leur donne. Et voilà, ils sont un petit peu en mode pilote automatique, quoi. Et donc, c'est ultra libérateur pour eux sur plein d'aspects. Et moi, au moins, je m'assure aussi que les choses soient faites comme j'ai envie qu'elles soient faites et de la manière dont j'ai envie que le processus se fasse pour les emmener d'un point A à un point B. Donc ouais, je me reprends. Enfin, comment dire, j'ai vraiment envie de remettre ça au centre de mon activité sans forcément avoir besoin de. euh, Enfin, j'ai plus envie, en tout cas pour le moment, hein, peut-être que ça changera dans les mois, les années à venir, certainement d'ailleurs. Pour le moment, j'ai envie de ça, j'ai plus envie de créer des formations, créer une plateforme d'entraînement. Mhm. Voilà, j'ai envie de juste me concentrer sur une chose, le faire Ouais. super bien, continuer à emmagasiner de l'expérience sur du coaching individuel parce que c'est l'une des meilleures façons que tu puisses accumuler de la connaissance, comprendre le profil que tu as en face de toi et donc par la suite, eh bien, simplement donner des conseils qui soient pertinents en fonction de la personnalité, de l'expérience, des envies, des besoins de chacun. Donc ça va être le projet principal. Et puis bon, bah, vous l'aurez compris, évidemment, je lance aussi une émission de podcast. Alors, il n'y a pas encore de nom. Je ne sais pas comment ça va s'appeler. Je ne sais pas s'il y aura un nom. Pour le moment, c'est le podcast d'Alexis Gabory. Peut-être que ça restera comme ça. Honnêtement, j'ai envie d'un truc assez simple, minimaliste, où le but, ça sera simplement de recevoir des personnes comme je le fais aujourd'hui avec Simon, des personnes que j'apprécie, avec qui j'ai des valeurs communes, qui m'inspirent au quotidien et qui ont eu un impact conséquent dans mon processus de transformation et dans la personne que je souhaite devenir pour parler de différents sujets. Évidemment, l'entraînement sera le thème principal. On parlera aussi d'autres choses, comme aujourd'hui on parle un petit peu d'entrepreneuriat, de business, mindset, tout ça. Donc ça sera l'autre gros changement de mon côté. Et puis sinon, je serai toujours présent sur Instagram, enfin plus présent que dernièrement, puisque en tout cas, je vais essayer de booster un petit peu la cadence de ma fréquence de publication sur Instagram, essayer d'apporter plus de contenu, d'être plus régulier, au moins 2 à 3 posts par semaine, pardon. La petite difficulté, c'est que j'ai supprimé Instagram parce que j'en avais marre de perdre du temps à scroller euh, assez régulièrement finalement et de perdre facilement 1 heure, 2 heures par jour. Du coup là, j'ai supprimé Instagram et ma petite technique que je mets en place, c'est que à chaque fois que je dois poster, simplement je réinstalle l'appli, je poste Sérieux? et je délète l'appli. Ouais, et du coup, je le fais 3 fois par semaine, c'est un peu chiant, mais au moins ça me permet, tu vois, d'être en mode tunnel vision et d'être ultra productif dans les choses Mhm. que j'ai à faire. Franchement, là, je le fais depuis, tu vois, fin d'année 2023. Je vois, mais clairement la différence en termes de Ben oui. productivité et de gain de temps. Donc, Non, non, c'est fou, là. Des fois, ça peut faire peur quand tu vois le nombre de temps que tu passes sur certaines applications. mhm. Euh, Il y a des personnes, ça fait peur là, de se dire, après ça, quand ils disent, ah, j'ai pas le temps d'apprendre une nouvelle langue, j'ai pas le temps d'apprendre ci, mais que tu vois qu'ils ont passé 4 heures dans la journée sur Instagram, tu te dis, ok, C'est clair. Et c'est ça va fou. plus vite qu'on pense, hein. Ouais, vraiment. Ça va plus vite qu'on pense. Moi, je pensais passer beaucoup de temps. Et puis finalement, tu as vite fait de passer 2-3 heures sur Instagram. Alors nous, c'est un peu différent parce que c'est aussi notre métier et du coup, on s'en sert On pour répond. poster des choses, pour répondre, voilà, pour plein de Mhm. choses. Mais n'empêche que c'est clair que ça a tendance à être ultra chronophage. Et puis même, tu Vraiment. sais, ça te pourrit l'esprit. Ça a Oui. tendance à complètement bousiller ta capacité de concentration. Mhm. Donc là, j'ai la sensation que je retrouve vraiment ma capacité à me plonger dans des tâches longues. Tu vois, je suis capable de bosser 2 heures, 3 heures, 4 heures sans coupure.
Mhm. Et je suis pas là en train d'essayer de checker mes applications pour voir si quelqu'un a aimé un post ou m'a envoyé un Ouais. message. Donc ça, c'est aussi c'est vraiment libérateur de ce point de vue-là. Donc bref, ça c'était la petite aparté productivité sur Instagram. Mais ouais, et je veux aussi me recentrer un petit peu, recentrer mon message. Et comme je le disais, plus forcément uniquement parler de calisthénie, mais j'ai aussi envie d'approcher le contenu que je veux créer va être davantage orienté, alors toujours autour de l'entraînement, de l'apprentissage des mouvements avancés en calisthénie, mais aussi j'ai envie de parler de longévité, d'être capable de s'entraîner un peu n'importe où sans matériel, voilà, d'indépendance, d'être capable euh, de, de, ouais, simplement le jour où tu pars en vacances, bah, toujours être capable de trouver des moyens pour s'entraîner sans pour autant que ta capacité à progresser soit compromise. Euh, Être capable de s'entraîner de manière plus productive sans passer 3 heures à la salle Mhm. pour avoir des résultats que la majorité des personnes sont pas capables d'avoir. Voilà, trouver des petites choses comme ça pour aussi me différencier de ce point de vue-là parce que c'est des trucs qui me tiennent énormément à cœur, que j'essaie d'intégrer, que j'intègre depuis déjà certaines années, mais que j'intègre de plus en plus dans mes entraînements. Donc essayer aussi de pas être. Je veux plus avoir l'étiquette seulement de coach de calisthénie, mais plutôt de coach, coach tout court simplement et avoir une approche plus globale, holistique de l'entraînement, plutôt que être un ultra spécialiste d'un domaine. Mhm. Donc voilà, c'est un petit peu l'envie que j'ai. Après, évidemment, ça va se mettre en place doucement et le contenu va progressivement switcher vers cette direction. Mais voilà un petit peu pour ce qui est des projets à venir. C'est drôle parce que tu recommences où ce que tu avais arrêté avec ta vidéo YouTube, où ce que c'était ton approche. Ton approche, tu sais, tu Exactement. parlais d'arts martiaux, tu parlais de plein de choses que tu voulais explorer. On dirait que tu reviens à ce bout-là. C'est comme si Ouais, tu avais une petite pause, puis là tu reviens à où ce que tu avais arrêté. ouais, c'est ça. Bah, j'ai la sensation de ne pas avoir été pleinement dans le truc, euh, alors que c'est un truc qui me tient vraiment à cœur. Et tu vois, je pense aussi que mon expérience en street lifting aujourd'hui, elle y est aussi pour beaucoup, dans le sens où, et c'est pour ça que j'ai arrêté aussi le street lifting, c'est que ça correspondait pas, ça matchait pas avec mes valeurs profondes, tu vois. Le monde de la compétition, le fait d'être restreint par comment dire, les composantes de l'entraînement de force, tu vois, devoir prendre des temps de repos très longs, faire des séances qui sont très longues, se cantonner toujours autour des mêmes mouvements, donc avoir très peu de liberté dans la planification d'entraînement, dans ta sélection d'exercices, dans Mhm. ta capacité à t'entraîner où tu veux, quand tu veux. Tu vois, moi, il y a un truc qui me manque beaucoup, c'est tout bête, mais c'est de m'entraîner juste en extérieur au soleil. Bon là, c'est pas du tout la bonne saison, mais j'ai hâte d'être en Thaïlande pour pouvoir, pour pouvoir faire en sorte que ce soit le cas. Mais ouais, c'est un truc qui me manque beaucoup et j'ai envie de retrouver ce côté-là minimaliste. Mhm. Euh, c'est encore une fois, en fait, tout est lié avec mes valeurs profondes de liberté et d'indépendance. Tu vois, de pas être, d'être capable de s'adapter aux contraintes que tu as, de pouvoir t'entraîner en toutes circonstances, même si tu n'as que le poids de ton corps et que tu n'as rien d'autre, que tu n'as pas la basic fit pour soulever des poids, etc. Bah, toujours être capable de progresser malgré le fait que tu n'aies quasi rien à disposition. Mhm. Du coup, ça, forcément, ça demande un petit peu de connaissance, d'ingéniosité et de réflexion, mais c'est un truc vraiment qui m'intéresse. Et ouais, avoir une vision long terme de l'entraînement. Et ouais, moi j'espère bien en tout cas que à 30 ans, bah, à 30 ans oui, parce que c'est après-demain, parce que j'ai 28, mais à 40 ans, 45 ans, 50 ans, pourquoi pas toujours être capable de faire des tractions à une main, tu vois, c'est un truc qui me parle beaucoup. Du coup, forcément, la dynamique que tu appliques dans tes entraînements quand tu fais de la compétition, elle est bien différente. Et souvent, de toute manière, on le voit bien dans les sports de haut niveau, ceux qui font de la compétition pendant très longtemps, ils ont tendance à être un peu rincé au bout de quelques années, quoi, ce qui est normal parce que tu demandes beaucoup à ton corps. Mhm. Et puis surtout aussi, ça te demande de faire des sacrifices, des concessions, et le temps, l'énergie que tu investis dans cette discipline-là, eh bien, c'est du temps que tu ne peux pas déployer pour d'autres projets. Et, et je pense on a vite tendance à se perdre en fait aussi sur ce qu'on voit sur les réseaux passer.
on est forcément influencé par les personnes qu'on suit et de base, enfin moi en tout cas je me reconnais beaucoup dans ce truc-là de base je m'entraînais pour être bien dans mon corps, pour être libre, pour être polyvalent, pour être capable de m'exprimer dans plein d'aspects de ma vie et finalement au fur et à mesure du temps tu te rajoutes des contraintes, tu te rajoutes des barrières et puis tu vois je me suis orienté vers le monde de la compétition qui a été une expérience incroyable où j'ai appris beaucoup de choses, etc. Mais je savais, tu vois, que à un moment, j'allais revenir à ma philosophie d'entraînement initiale avec beaucoup plus de liberté. euh, et voilà, donc, bref, tout ça pour dire que le streetlifting, ça a été une super expérience, mais aujourd'hui, j'ai envie de revenir à beaucoup plus de simplicité et avoir une approche plus holistique de l'entraînement. Mhm. Voilà. Parce qu'au final, la compétition, c'est intéressant, c'est des super moments, des superbes émotions, mais j'ai pas envie de faire ça toute ma vie. À côté, j'ai aussi envie de développer d'autres choses, avoir du temps pour développer mon business, avoir du temps pour passer du temps avec ma famille, avec mes amis, à l'avenir élever des enfants aussi, avoir du temps pour pouvoir le faire correctement. Bref, il y a plein de choses qui entrent en ligne de mire. Et forcément, quand tu alloues 80% de tes ressources à un domaine, eh bien, c'est les autres domaines qui en pâtissent. Et moi, mon objectif dans ma pratique, c'est d'être un petit peu un couteau suisse, un peu polyvalent. Et du coup, ça reflète pas. En tout cas, mes entraînements de l'an dernier n'ont pas reflété ce que je souhaitais euh, mettre en lumière dans mon quotidien. Mhm. Donc, euh, donc voilà, ça va être aussi une belle expérience. Et j'ai hâte. Enfin, j'ai hâte. C'est déjà le cas en fait, parce que ça fait déjà plus de 3 semaines que je me rentraîne un petit peu de cette manière-là et avec beaucoup plus de liberté. Et c'est déjà très plaisant de retrouver ce petit côté-là, calisthénie qui m'avait beaucoup manqué. Retour aux sources. Exactement, retour aux sources. C'est exactement ça. Mhm. Bon, et ben écoute, Simon, je pense qu'on a fait le tour de la conversation, des sujets que je voulais qu'on aborde ensemble. Donc c'était super intéressant. Franchement, Vraiment. merci à toi pour ce podcast. Comme Merci pour je l'ai l'invitation. dit au début du podcast, on aura l'occasion de refaire d'autres sur d'autres sujets avec Simon parce que, comme on vous l'a dit, on reste en super bon terme et on reste évidemment amis. Donc on aura l'occasion de retourner d'autres podcasts intéressants. Puis voilà. Merci beaucoup pour ces 2 années de collaboration. Je te souhaite tout le meilleur en tout cas pour la suite. Et je vais suivre de près le travail que tu fais forcément. Je pense qu'on va continuer à se parler un petit peu. On va sûrement se faire des rencontres de toute façon pour parler un peu de nos projets, la suite. Ouais, Bien donc sûr. ouais, non, c'était 2 belles années. Je pense qu'on a grandi tous les deux. Ben, je pense pas. On a grandi tous les deux là-dedans. Et on va repartir. Là, on repart motivé dans chacun de nos projets, en ayant appris plus sur nous-mêmes, sur comment on est aussi en tant que pour la. Tu sais, maintenant, je pense qu'on sait vraiment plus ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Mhm. Et ça, c'est très important. Et ça a été nécessaire. Puis l'important, c'est qu'on repart motivé, sur une bonne note, et qu'on a hâte de voir la suite aussi. Mais ouais, j'ai très, très hâte de voir la prochaine année. Ça va être très cool de nous voir évoluer là-dedans. Mhm. Clairement. Ouais, ouais. L'important, c'est de prendre plaisir, de continuer à s'épanouir dans ce qu'on fait respectivement. C'est vraiment ça le plus important. Mhm. Donc voilà. Hâte de voir la suite, Simon. Merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Yes, merci encore Alexis. Merci, bye.